Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en direct sur France Maghreb 2 ce mercredi 30 juin, j'espère que vous allez bien, nous on va super bien, on est parfaitement bien reposés, ravis de vous retrouver pour une petite session d'été qui va nous emmener jusqu'au 15 août à peu près. Allez, c'est parti ensemble, ravis de vous retrouver en ce 30 juin avec aujourd'hui au menu des discussions football. Eh oui, en est-il peut-être terminé de l'ère Deschamps? On se posera la question après l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse. Ce fut laborieux, Deschamps complètement hors course pour le coup, on n'a pas compris. On va tâcher de comprendre avec Rudy Kazi, avec Maître Maghrebi et avec une petite surprise dans un instant. On parlera aussi des régionales départementales avec un taux d'abstention record. Qui est le grand gagnant selon vous de cette élection, de ces résultats? Grand gagnant et grand perdant. Et puis on parlera de Covid-19 et de naturopathie. On recevra tout à l'heure quelqu'un que vous connaissez sur France Maghreb 2, Hinda Djeridi, qui sera avec nous tout à l'heure pour parler de Covid-19 et de naturopathie. On parlera aussi de l'efficacité des vaccins. Ça fait débat évidemment dans le LGF tout à l'heure à 17h30. Avec nous notre ami Rudy Kazi. Comment ça va mon Rudy? Ça va très très bien, malgré la défaite de l'équipe de France évidemment, mais bon, ça va. Écoute, effectivement, défaite de l'équipe de France, j'étais à des milliers de kilomètres et j'étais un peu dégoûté vraiment. C'est peut-être mieux en fait, tu vois, quand on perd c'est mieux d'être loin que quand on gagne quoi, tu vois. Et je me suis aperçu que l'équipe de France perdait à chaque fois que je me barrais loin en fait, donc il va peut-être falloir que pendant les compétitions je reste à Paris, c'est mieux. Ou alors il va falloir siffler des placements pour savoir ce qui va se passer. C'est ça, ouais, exactement. C'est Christophe le Poulpe. La belle histoire est avec nous, comment ça va la belle histoire? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Rudy, bonjour Christophe, j'espère que le vacancier va bien. Ah oui, il va bien. L'ensemble des auditeurs de France Maghreb 2 on va super bien, non les amis, je suis parti en Crète. Franchement, j'ai cru que c'était le bled. Des oliviers à en plus finir, un soleil de malade. Et je suis parti hier 35 degrés d'Héraclion. J'arrive à Paris hier soir 16 degrés avec de la flotte. J'ai dit non, c'est pas possible, on repart direct. C'est la Méditerranée, hein, c'est ça. Hein. Non, c'est pas la Méditerranée là-bas, c'est la mer Égée. Ouais. À l'intérieur des eaux méditerranéennes. Ouais, voilà. Mais en tout cas, voilà, il fait super beau, la Crète, c'est super beau. Et les Crétois sont magnifiquement gentils. Voilà. C'était super bien. C'est cool. Ouais, c'était cool. T'as vu mon petit salto bien mais c'était un salto. Ah ouais, c'est un vrai salto. Incroyable. Je me suis dit, mais même, tu vois, la position et tout, je me suis dit, on dirait un montage, quoi. Non, pas de montage, frère. Direct, t'as vu, on plaisante pas. La belle histoire, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu la belle histoire. Bah écoute, en plus je t'ai adressé un message en privé en disant voilà, vu que j'ai un petit créneau. Oui, mais c'est pour ça que je t'ai répondu. Bah oui. Voilà, donc du coup je suis là, effectivement, ça fait un peu plus d'un mois maintenant, un mois et demi maintenant. C'est ça. Et tu sais que les auditeurs te réclament en plus, hein, donc voilà, c'est le moment de passer un petit bonjour à la belle histoire là. La belle histoire qui sera chroniqueur aujourd'hui, hein, il va pas, on va le laisser tranquille, hein, il va pas, hein. La belle histoire. Je peux tout à fait écrire une chronique. Hein, écoute, si tu insistes, pourquoi pas, voilà. Tu peux tout à fait écrire une chronique tout en participant aussi. Voilà. On fait ça comme ça. Hop, alors tiens, je vérifie si le standard étant fonctionne, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu à la radio. Oui, ça fonctionne, nickel. On sera rejoint par Maître Maghrebi. Vous connaissez les avocats, ils sont jamais à l'heure. Voilà. Ouais, je pense qu'il doit Mais par contre, ils savent défendre leur retard. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a la belle histoire? Je pense que ça doit être effectivement comme la dernière fois que je l'ai eu quand on était ensemble. Une certaine expertise de dernière minute. C'est ça, voilà, une expertise de dernière minute, effectivement. Allez, le quiz. Le quiz, ça fait longtemps. La belle histoire face à Rudy Kazimatika. Yes. Question sport, les amis. 1985, quel cycliste remporte... Bernard Hinault. Remporte le Tour de France pour la 5e fois. Bernard Hinault, bonne réponse de la belle histoire. Il est bon sur les... il est chaud. Quelle équipe de foot remporte la Coupe du Monde? On est en 2002. Le Brésil. Il a battu en finale. Ouais, t'en souviens? L'Allemagne, je crois. L'Allemagne, ouais. Bonne réponse de Rudy Kazi. Un partout. Attention. Qu'arrête France Télécom en 2012 après 30 ans d'activité? Pardon? Les cabines téléphoniques? Pas du tout. D'ailleurs, j'en ai vu en Crète, ça m'a fait rigoler. Les cartes téléphoniques. Non, monsieur. Qu'arrête France Télécom en 2012 après 30 ans d'activité? Le Minitel. Le Minitel. Bonne réponse. Bonne réponse, Rudy Kazi. 2-1. Attention.
Je cherche à présent une femme politique française. Elle fut la première présidente du Parlement européen. Simone Veil. Également Ouais, ministre des Affaires bien vu. sociales et de la Santé. Elle est morte en 2017 et c'était Simone Veil. Bonne réponse. Égalité parfaite. 2 partout. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Je cherche à présent un homme politique français. Il est né dans le Morbihan en 1947. Membre... Jean-Yves Le Drian. Oui. Membre actuel du gouvernement, ministre des Ah, Affaires étrangères. J'aurais eu besoin de cette phrase en plus. Jean-Yves Le Drian est une bonne D'ailleurs, réponse. qui Attention. le record de participation à des gouvernements successifs. Exact. Je crois une dizaine d'années qu'il est là. 3, Ouais, c'est- 2 c'est comme pour Thuram la en belle équipe de histoire, France, peut-être égalité ou pas, sur cette question de Rudy Kazimatika. Je cherche un pilote de Formule 1. Il a remporté 6 fois champion du monde. Il est né en 1975. Prost, Non, Hamilton, non, Raikkonen, non, Nigel Mansell. Non. 75. 75. Schumacher. Schumacher est Oh, une bonne purée. réponse. Bravo la belle histoire. Franchement, on peut partager le point, là. Quoi, J'aurais trouvé ça va celle-là. pas ou quoi? T'as dit, Ouais, t'as dit franchement, Schumacher, ouais, t'as rien dit du tout. Non, mais je l'aurais dit, tu vois. Ouais, l'autre, Non, mais, la mauvaise foi. Non, mais c'est pas la mauvaise foi sur le principe, franchement, qui l'aurait Quoi pas Stop, trouvé. Eh ben, stop, il l'a trouvé. c'est rien. Non, il l'a On trouvé, partage. mais je l'aurais trouvé aussi, franchement, attends. On partage, c'est mon frère de couleur. Non, Oh, garde-le le point. ouais. Non, je dis simplement que non, c'est bien, tu l'as trouvé, y a pas de souci, mais Ah je oui. l'aurais trouvé. Tiens, allez, je vous mets une question subsidiaire puisque vous insistez. DJ Nabil reçoit ce soir une artiste qui fête d'ailleurs son anniversaire. Elle est de Toulouse. Oh là là. Comment Neige. Bonne réponse de notre ami, la belle histoire. Neige sera l'invité à 22h de Tapis Rouge de DJ Nabil. Là, c'est incontestable victoire de la belle histoire. Bienvenue dans Ouais. le Grand Forum présenté Ouais. par Christophe Fro. Ouais. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, les amis. Avec Rudy Kazi, avec la belle histoire, avec Maître Maghrebi qui sera aussi avec nous dans un instant. Et on va parler des élections régionales et départementales. Bah oui, on en parle mercredi parce qu'on reprend le direct, hein, c'est forcé. C'était dimanche, évidemment, le deuxième tour. Qui est le grand gagnant ? Qui sont les grands perdants ? On va se poser les questions ensemble si vous voulez bien. Et vous nous appelez évidemment, comme d'habitude, amis auditrices, auditeurs. Le numéro du standard 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus, c'est le LGF qui vous emmène jusque 18h. Christophe sur France Maghreb 2. Ouais, merci d'être avec nous en direct. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait mon téléphone là ? Bon, d'accord. Il veut que je parte de la maison, je sais pas ce qu'il me raconte. Bon, je pense qu'il est resté en Crète lui aussi. Merci d'être avec nous en direct avec Rudy Kazi, avec la belle histoire, avec Besma Maghrebi, Maître Maghrebi qui sera avec nous dans un instant. C'est incroyable, là, les avocats, ils sont toujours en retard. En un instant, c'est-à-dire là, c'est. On veut des précisions, elle vient quand? Elle est censée arriver à 16h30. Oh, ok, bon. Maître Ouais, Maghrebi, mais bon. si vous nous écoutez, vous pouvez appeler 01 40 33 9000 pour vous dire où vous êtes. Ah, ça peut être bien. Ça peut être intéressant quand même. On comprend la lenteur de la justice. Hein. Ça tacle sévère en c'est tout cas. Petit, ça. Ouais, c'est bon ça. Bon, alors, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Tout d'abord, dans le LGF, on est là. On va être là une bonne partie de l'été, les amis. Hein, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, j'aime bien partir quand les gens reviennent, tu vois. Donc, je vais partir un peu plus fin août, tu vois. Donc, on va être là une bonne partie de l'été. Je vous réserve quelques surprises. On est en train de préparer des trucs de ouf cet été. Il se pourrait qu'on délocalise un petit peu les studios. Hein, le LGF se déplacerait à votre rencontre. Ça se pourrait. J'en dis pas plus pour l'instant. Hein, j'en dis pas plus. Voilà. Parce que bon, ouais, on pourrait aller faire un petit tour du côté de la Canebière là-bas, tu vois. Oh non, oh non. Quoi non? Oh non. Bah si, ouais, faire un petit tour sur les plages de Le Marseille. tour des plages, voilà. Le tour des plages. Sur les frère. galets, tu veux dire? Sur les Quoi, y a galets. pas de... bah, t'es fou, il y a du sable à Marseille. T'es fou. Ah, Ouais. c'est mon cœur parisien qui parle. Oh, pardonnez-moi. Ouais, bah, évitez surtout Marseille-Saint-Charles. Ouais. C'est Pareil ouais. que ça canarde là-bas. c'est clair, il y a un TGV qui s'est fait canarder apparemment. Ouais, Ah bon c'est chaud. Ouais. Bon, allez les amis, 01 40 33 9000, il y a eu élection. C'était dimanche, le deuxième tour. Et on a vu les résultats évidemment.
Alors LREM, sans surprise, s'est pris une bonne gifle. La droite qui s'en sort plutôt bien, hein, qui conserve finalement ses régions. Et on sent une bataille se profiler à droite d'ailleurs, avec des candidats pour la présidentielle. Un Xavier Bertrand plus fort que jamais, avec une belle victoire. Valérie Pécresse qui a quand même gagné face à cette union de la gauche. Ça n'aura pas suffi en tout cas. Valérie Pécresse a été reconduite. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter notre ami Philippe Bouriaki qui est conseiller régional. Ça y est, il a été élu. Ouais. Et ils sont d'ailleurs Dans aujourd'hui l'opposition. en train de choisir du côté de Saint-Ouen, voilà, c'est là où se trouve le siège de la région. Ils vont choisir les commissions et tout ça, et puis leur truc de rentrée c'est vendredi. Demain, ouais. Ouais, voilà, donc Demain, ils vont avoir le conseil d'installation le conseil qui va d'installation. élire donc le président, C'est la ça. présidente, qui était donc à la tête de la liste donc des Républicains, enfin en tout cas pas les Républicains, mais la droite de façon générale. Et effectivement, l'opposition aussi prendra les sièges qu'elle a obtenus au cours de cette élection. Alors la justement, proportionnelle. Morudi, l'élection, donc on a vu le résultat, ça a été extrêmement boudé par les Français, à croire que ça ne les intéresse pas guère, ces élections départementales et régionales, et pourtant elles sont importantes. Alors, selon toi, qui est le grand gagnant de cette élection ? Bah justement, il n'y a pas de... Alors, si on veut faire vraiment de la politique pure au sens littéral du terme, bon, effectivement, les gagnants sont les sortants, parce que la droite s'est maintenue, aussi bien donc au niveau régional que dans les départementales. Il n'y a pas eu vraiment de départements qui ont basculé d'un côté ou de l'autre. Alors le 94 a basculé, hein. Ouais, C'est historique ça. Hein. Bah le bastion. Le bastion communiste le bastion terminé. communiste, lui, a basculé. C'est ça vraiment le gros. Ah ouais. La grosse surprise, on va dire, et c'est le dernier bastion en Communiste plus, et en Île-de-France. Et on avait déjà un petit aperçu avec les municipales où il y avait pas mal de villes du 94 qui ont basculé aussi à droite. C'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'est un des premiers renseignements, c'est le fait que globalement, les sortants se sont maintenus, à part effectivement cette OPA sur le 94, malheureusement pour les communistes. À côté de ça, le taux d'abstention a été recordissime, quoi, parce que en fait, plus on avance, plus les élections nous permettent d'observer des records d'abstention. Je crois que en 2015, me semble-t-il, on était à 3 ou 4% plus bas. En termes, parce que là, je crois que la participation n'était que de 12,80%, enfin quelque chose comme ça. Et en 2015, on était à 14% dans ces eaux-là. Donc plus on avance, et chaque élection, en fait, sabote son petit lot de... Non, plus que ça, la d'abstention. participation, que je te raconte, Rudy, on était à 26% là. Là, je parle sur le premier tour, alors je sais plus. Oui, non, sur le premier tour aussi, on était à 68% d'abstention. Voilà, Donc, mais voilà. en tout cas, par rapport à 2015, on a perdu, je crois, 3 ou 4 points. Oui, bien sûr. C'est historique là, ce qui Voilà. s'est passé. Et chaque élection qui vient permet en fait d'augmenter l'abstention. Donc, quand tu me poses la question, est-ce qu'il y a un perdant ou pas ? Moi, je pense que globalement, certaines familles politiques se sont reconduites, et certes, etc. Mais globalement, tout le monde a un petit peu perdu par rapport à l'abstention. Maintenant, ça ne doit pas empêcher les partis tels que, je sais pas moi, le RN. Le RN qui est le perdant pour moi, parce Bah, que il était possible qu'il remporte des régions, notamment PACA, notamment le Nord aussi, notamment la Bourgogne. Finalement, le RN n'emporte aucune région. Le temps que Rudy aille répondre à notre ami Maître Maghrebi qui arrive dans nos studios, la belle histoire qui est selon toi le perdant, le grand gagnant de cette élection ? Ben, c'est très clair, hein, le grand gagnant de cette élection, c'est l'abstention. L'abstention qui prend. Moi, je regardais en plus hier, petite séquence de nostalgie, je regardais les élections présidentielles de 81. Quand El Kabach indique le taux d'abstention pour cette élection-là, qui était de 13,6%, vous vous rendez compte, avec une participation autour de 83 à 85%. On voit 40 ans plus tard, voilà, maintenant, j'allais dire maintenant, les électeurs, on ne leur fait plus. Là où effectivement le politique pouvait cacher un certain nombre de choses, aujourd'hui on ne peut plus cacher vraiment grand-chose. Tout se sait. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a pu observer dans les plateaux de télévision une séance d'autocongratulation, comme d'habitude, où la droite a gardé la plupart de ses bastions, la gauche a plutôt bien résisté, et d'ailleurs a remporté un bastion dans une région outre-mer à l'île de la Réunion. Exact.
Voilà, pour la première fois, de façon très juste, à 50,9%. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours la même chose. Par contre, la République En Marche, c'est la catastrophe, c'est la Bérésina. Mais alors, par Donc, contre, la belle histoire, pardon de te couper, mais Vas-y. Rudy, la belle histoire, il y a quelque chose qui est un peu effarant quand on entend un petit peu ces soirées électorales où c'est semble-t-il un peu toujours les mêmes langages en fait qui apparaît. Avec justement ceux qui sont gagnants, ceux qui sont perdants, toujours à trouver des excuses, etc. Il semble quand même qu'il ne faut pas faire de lien entre les élections entre elles, parce que on est en train de nous dire oui, LREM qui effectivement a fait un très mauvais score, ça présage un très mauvais score pour Emmanuel Macron, pas du tout. Non. Y compris d'ailleurs pour Marine Le Pen, le RN qui a fait un mauvais score, enfin bien en deçà de ce qui était prévisible, de ce qui était prévu par les sondages, comme quoi les sondages, faut quand il y a même, quand même voilà. un petit Marine truc Le à dire Pen là-dessus, fera quand même. évidemment bien plus à la présidentielle, c'est certain. Non, mais après, oui, ce que tu dis, c'est pas faux. Effectivement, Je te remercie, Rudy. Ça arrive de temps en temps, je dis pas que des conneries. les départementales ne présagent en rien sur l'issue des présidentielles et vice versa. Les régionales. Néanmoins, oui, et les régionales. Néanmoins, pour le Rassemblement national, quand même, ce qui s'est passé en PACA, si jamais ça avait profité donc à Marine Le Pen et que Thierry Mariani avait gagné, ça aurait servi en fait de laboratoire pour prouver à Emmanuel Macron que lorsqu'effectivement on se retrouve dans un cas de figure où il y a un front républicain qui soi-disant peut se mettre en place, le Front National pourrait quand même gagner, sachant que Moi, je Emmanuel crois pas au Front Macron, républicain, Rudy, franchement, ça marche plus. Ça. Sachant que Emmanuel Macron veut reproduire le Front républicain de 2017, si jamais Marine Le Pen avait gagné via Mariani en PACA, elle aurait pu dire regardez, pour les présidentielles, le Front républicain pourrait aussi ne pas fonctionner. Le truc, c'est que même si ça ne lui a pas donné raison, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne gagnera pas l'élection présidentielle l'année prochaine. Bien entendu. Moi, je pense qu'elle va pas gagner de toute façon. Non. Mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même une possibilité, une éventualité, parce que Emmanuel Macron a vouloir trop compter sur le Front républicain, à affaiblir donc les positions. D'ailleurs, c'est ce qu'il aurait aimé lorsqu'il envoie 5 ministres du gouvernement dans le Nord. C'était pour affaiblir la position de la droite, afin que Xavier Bertrand n'ait pas suffisamment les ailes déployées pour se sentir prêt pour la présidence. Et c'est loupé. Donc du coup, il a peut-être même créé, au travers de cette tentative manquée, un nouveau candidat providentiel tel que la droite a souvent l'occasion d'en avoir maintenant depuis un moment. Ça n'a pas été le cas, mais peut-être qu'il a créé un nouveau monstre contre lui-même. Peut-être. Maître Maghrébi est arrivé. Bonjour maître. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, bonjour Rudy, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Oui, bah très bien, écoute, la belle histoire aussi est avec nous, hein. La belle histoire. Bonjour maître. Bonjour maître. La belle histoire. Alors, maître Maghrébi, comment ça va? Ben, ça va très bien. Oui, la justice se porte bien? La justice se porte comme d'habitude. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti s'est pris une gifle là-bas dans le Nord. Ah ouais. Une petite. Et il s'est fâché avec Darmanin, apparemment. Mais en même temps, il n'a pas été vraiment soutenu par le gouvernement. Bah oui, non. Donc c'est des tentatives désespérées ce qu'Emmanuel Macron a fait. Et puis après, ils arrivent, là-bas, ils sont même pas solidaires entre eux, les membres du gouvernement. Donc c'est pas étonnant. Exact. Il n'y a pas que là-bas qui sont pas solidaires entre eux. Hein. Ils sont... Maître Maghrébi, qui sont les grands perdants et grands gagnants de cette élection départementale et régionale, selon toi? Qui sont les grands perdants? J'ai envie de dire nous, comme d'habitude. Et qui sont les grands gagnants, j'ai envie de dire eux comme d'habitude. Alors je ne sais pas, comprendra qui voudra, mais... ça pour une plaidoirie, franchement on a fait mieux, Maître Maghrébi. Hein. Comment? On a fait mieux en matière de plaidoirie là pour le coup. Non mais j'arrive là, attends, je viens d'arriver Christophe, laisse-moi le temps de m'installer. Alors Karim est avec nous au 01 40 33 9000, vous pouvez évidemment nous appeler parce que le peuple a la parole dans cette émission sur France Maghreb 2 tous les jours 16h 18h. Salut mon Karim. Comment tu vas mon brave Christophe? Ah bah moi je vais très bien. Je vais très bien. C'est l'essentiel. Ouais. Alors pour donner mon avis vite fait, moi je trouve que c'est une élection qui a été boudée, mais les élections intermédiaires ont toujours fait des scores c'est vrai. D'abstention, mais enfin là c'est le record. Mais moi ce qui me fait, il y a deux choses qui... La première chose, c'est que j'ai assisté le soir des élections. Tout le monde était d'accord pour dire que les sondages, ça marche pas. Et ça, c'est vrai. Changer les méthodes et tout ça. Par contre,
quand c'est des sondages sur les musulmans, il n'y a personne qui les conteste, ceux-là. Ah bah non, ça c'est... ceux-là, ils sont toujours justes, c'est toujours les musulmans. Vous comprenez, monsieur, il y a 60% qui placent la charia. Personne ne remet en cause. Par contre, là, tout le monde est d'accord pour remettre en cause. Il y a même des gens qui ont dit qu'ils allaient se faire rembourser les sondages qu'ils avaient commandés. Ah ouais, tu m'étonnes. Et la deuxième chose, c'est moi, la chose qui m'inquiète le plus. C'est quoi? C'est que si c'est Bertrand, et apparemment, il est sur une rampe de lancement, ce type, bon, moi, je suis assez vieux, donc je l'ai connu, ministre, Oui, bah nous aussi, sous Sarkozy notamment. Ouais, mais enfin, quand il était ministre, je veux dire, c'était dans les années 2005. Oui, bah ça va, je suis pas si jeune que ça non plus. Karim, calme-toi. Bon, je sais pas. On est des quarantenaires. On est des quarantenaires, passés même. Non, j'ai 25 ans. Non, mais je veux dire, oui, tu les fais très bien les 25 ans, tiens. Non, mais ce type, il a laissé l'hôpital dans un état, je t'en parle. Et maintenant, il vient parler des pauvres. Il ose parler des pauvres, alors qu'il a fermé des lits. C'est lui qui a créé le paiement sur acte des hôpitaux, le regroupement des hôpitaux. Et ce mec-là, j'ai l'impression qu'on est comme en Algérie, on va chercher les fonds de tiroir pour essayer de faire du neuf. Mais ça marche pas. Moi, je n'attends rien des élections présidentielles. Pour la bonne et simple raison, je pense que Macron, s'il fait sa réforme des retraites, il fera comme Hollande, il se présentera pas, parce que alors là, ça va chier. Et si c'est Bertrand, de toute façon, c'est la Bérésina, parce que ce type, il n'apportera rien de nouveau. Parce que t'as voté Karim ou pas? Karim, il les aura plaqués, T'as voté ou pas? Ah, moi, je vote toujours. Wow, bah, c'est bien, mon Karim. Moi, je vote toujours Mélenchon. Un citoyen exemplaire. Mélenchon. Mélenchon. Bah là, t'as voté Bayou, alors, pour le coup. Ouais, parce que je vais te dire un truc, Christophe. Oui, dis-moi un truc. Franchement, je vais te dire... Alors, je sais qu'on va encore... Mais moi, je suis désolé. J'attends que sur cette radio, un jour, quelqu'un vienne me dise... Karim, voilà ceux qui défendent les musulmans. Comme fasse une liste. Tout simplement. Voilà tout ce que je demande. Je demande pas plus. Parce que Mélenchon, c'est le seul qui a dit que les lois en France concernant les musulmans étaient des lois scélérates. Ouais, enfin, il a dit aussi d'autres conneries il y a quelques années. Il a dit que c'était un chiffon et alors. Ouais. Mais attends, non, mais attends, Christophe. Ça me rappelle un débat que j'ai eu avec un syndicaliste. C'est pas parce qu'il a dit une connerie. Parce que Mélenchon est anti-religieux. Ce qu'il dit à côté, faut le rejeter. Ouais, la France insoumise et les communistes en général, sur cette question-là, ils sont assez ambigus. Pardon, mais bon. Non, c'est des anti-religieux. C'est des anti-religieux, voilà. Que des gens comme Ciotti. Il se relève en fait de la théorie de Marx, comme quoi la religion et l'opinion. Alors moi, je vais vous faire une conclusion rapide. Moi, j'arrive pas à comprendre. Les musulmans, quand on les stigmatise, oui, c'est du racisme, ils nous aiment pas, ils nous désignent, etc. Quand on les défend, oh là là, ils font du clientélisme, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Non, mais moi je pense qu'il faut faire la part des choses. En fait, ça n'empêche pas en fait de critiquer sur le fond des tentatives, parce que après ça peut être aussi un piège. La gauche a fait énormément de clientélisme. Après, ils sont pas les seuls. Ils ont fait énormément de clientélisme dans les banlieues. Ça n'a pas profité aux banlieues. Laisse-moi te répondre. La gauche en a fait énormément, mais après c'était par pur populisme et à la limite c'était normal puisque pendant des années la droite a dominé politiquement. Il fallait bien faire un peu de populisme, pouvoir avoir les voix, mais ça n'a pas fait évoluer la situation dans les quartiers. Bien plus encore. Le militantisme antiraciste de l'époque s'est transformé en une espèce de chapelle beaucoup plus clientéliste que l'on aurait pu le voir de la part de la droite. Donc maintenant après, à quoi ça profite? Donc c'est bien de dire effectivement que les musulmans d'un côté critiquent le clientélisme dont ils peuvent profiter aussi, mais d'un côté faut le comprendre dans la mesure où à un moment donné ça ne profite pas. Donc il faut plutôt un retour à une politique sincère et réelle. Je viens de le dire, il faut un retour plutôt à une politique sincère et réelle. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les quartiers, il faut qu'il y ait davantage de politisation de jeunes, pas forcément sur le biais religieux ou quoi que ce soit, bien évidemment que non, mais qu'il y ait qu'il y ait des jeunes de quartier qui se lèvent pour se politiser, pour prendre part à la vie publique. Il y a que de cette manière-là qu'ils pourront peser sur des réalités et des situations contraignantes qui les concernent. Voilà. Moi, c'est un truc que je fais. Moi, c'est un truc que je fais au quotidien. Je vais même te dire. Des fois, je discute avec des rappeurs. Attends, Rudy, t'interpelle carrément. Non, mais je finis juste là-dessus. Je finis juste là-dessus. Pardon. J'interpelle même des rappeurs là-dessus, parce que moi, j'ai un cousin qui s'appelle Benji, donc qui a chanté dans les Negmarons, Sectora, etc. Je lui dis, votre génération, elle n'a pas suffisamment politisé les quartiers. Et la réponse, c'est que il y en a qui le font et d'autres qui ne le font pas. Donc en fait, faut pas s'étonner qu'après il y ait du clientélisme aussi, tu vois. C'est faux ce que tu dis, te dit Karim.
Non, je vais te dire pourquoi c'est faux ce qu'il dit, parce que ça, de c'est ce qu'on politiser entend les matin, quartiers midi quand et même, soir, de sur demander Terrasse. aux jeunes de Ça, pouvoir... c'est des conneries. Je vais te dire, moi. Parce que les musulmans, quand ils essayent de s'organiser, on leur dissout leur organisation. Moi, je vois dans les quartiers où j'habite, on a dissous toutes les associations d'aide scolaire, on a dissous les associations sportives. Et alors, parce que pendant des années, on nous a traités de suceurs de prestations et de branleurs qui ne pensaient à rien. Quand on a voulu monter un parti politique... Alors, faut pas faire l'amalgame entre gens de quartier et musulmans quand même. C'est pas la même chose. Il y avait même pas Attendez, laissez parler Karim. Laissez parler Karim. Musulmans. Ouais. Alors, faut arrêter un peu. Ouais, bon. Bah, Karim, qu'est-ce qu'il y a, Besma? Non, je disais, faut pas faire d'amalgame entre musulmans et gens de quartier. Ouais. Qui dit gens de quartier dit pas forcément musulman, et qui dit musulman dit pas forcément gens de quartier. Ah, ça... On laisse les musulmans s'organiser, d'avoir leurs écoles. Après, il faut préciser le terme. Il faut dire que c'est vrai que dans les quartiers, il y a souvent beaucoup de musulmans, mais ça veut pas dire que... Bon, il y a aussi beaucoup de musulmans sur les Champs-Élysées. Oui. C'est juste qu'ils sont d'une autre catégorie. C'est pas la même mais il y en a beaucoup aussi. Donc vraiment, attention, sur les champs, il y a de plus en plus de jeunes de quartier. Attention, moi j'en vois plus. Je vois plus de jeunes de quartier que de Saoudiens. On va dire dans le 8e, dans le 7e, dans le 6e. Ils sont un peu partout. Donc faut pas généraliser. Non, mais par les contre, musulmans, c'est vrai qu'il faut faire le plus musulman, de politisation dans les quartiers. L'islam, c'est une religion. Les gens de quartier, c'est autre chose. Donc vraiment, faut bien distinguer les deux et il faut pas faire d'amalgame. Mais tu trouves pas qu'on a du mal à politiser? Attends, il y a belle histoire à vous parler, si vous permettez. La belle histoire, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je voudrais représenter les Guadeloupéens. Ah bah oui. Ils sont à représenter quand même. Hein. C'est vrai. Bon, Karim, je t'embrasse. Salut, 01 40 33 9000. N'hésitez pas à venir évidemment échanger avec nous. On parle de ces régionales. Quand notre ami Karim Besma a parlé de Xavier Bertrand sur les hôpitaux, qu'il avait fait mal aux hôpitaux et qu'il n'hésite pas aujourd'hui à revenir parler de pauvreté. Tu as été assez d'accord, je crois, avec ça. Ah oui, j'étais entièrement d'accord avec lui parce que en effet, quand on parle d'hôpital, on parle d'établissement public. Qui dit établissement public dit solidarité nationale. Ouais. Sauf qu'il est venu intégrer ce qu'on appelle la T2A, c'est la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'il a essayé de mettre sur le même niveau des établissements publics qui sont là pour aider la population et essayer de mettre en œuvre la solidarité nationale. Je schématise, hein, mais au niveau des cliniques qui sont là pour faire de la rentabilité et faire du chiffre. Et en même temps, il y a eu énormément de suppression de lits. Il y a eu énormément de malades qui n'ont plus pu être pris en charge au sein des hôpitaux. Donc oui, non, moi je suis plutôt d'accord par rapport à ça. Mais c'est pas sur ça qu'on va se baser pour dire que sa candidature est illégitime. Sous Macron, moi je parle pas de sa candidature. Il y a eu une suppression de lits extraordinaire en plein cœur du Covid-19. Quoi, moi j'étais d'accord avec lui par rapport à ce qu'il disait lorsqu'il a dit oui, le fait qu'il y ait eu un passage à la T2A, ça a porté préjudice à l'hôpital. Et ça, oui, je suis entièrement d'accord. Elle connaît son dossier, elle est maître docteur en droit de la santé, s'il vous plaît. Mais après, la question, c'était celle de la légitimité pour les présidentielles, etc. Il va y avoir une bataille à droite entre Pécresse, entre Wauquiez, entre Bertrand. Ça va être intéressant. Bertrand n'a aucune excuse. Il est devant, Bertrand. Quoi? J'ai pas compris. Bertrand n'a aucune excuse. Xavier Bertrand n'a aucune excuse, oui, effectivement. Pourquoi Xavier Bertrand n'a aucune excuse? Pourquoi? Parce que la revendication que Besma Maghrebi et Rodi Kazi viennent de dire à l'instant était à l'image de sa propre concurrente, oui c'est ça, Karima. Et Karima a dit délit. Karima délit. Ah ouais, pas mal la belle histoire. Ils ont pas compris, hein, t'inquiète. Pardon. Excuse-moi, la belle histoire, c'est trop fort pour moi. Voilà, non, c'est subtil. Trop intelligent, mais qu'est-ce qu'il est fort. J'ai une surprise. Et ça, c'est pour Maître Maghrebi. Un Marseillais, supporter de Paris. Ali, bonjour. Comment ça va, mon Ali? Merci Christophe, vous vous souvenez de moi. Eh ben oui, ici c'est pareil, Ali. Ici c'est pareil, Ali. Ali? Oui, Ali Marseillais qui supporte Paris, ça existe? Oui, exactement. Ah oui, ça existe. Voilà. Mais vous êtes un ancien Parisien. Vous êtes un ancien Parisien. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est à Marseille. Vous avez pas l'accent. J'entends pas l'accent marseillais. L'accent, monsieur, non, qu'est-ce que tu racontes? Non. Je crois qu'il y a tromperie là. Il est du sud-ouest. Ah, être du sud-ouest, ça signifie pas être marseillais. Donc, vous n'avez pas l'accent marseillais. Oui, mais vous n'avez pas le vrai accent. Il habite à Marseille depuis plus longtemps que toi. Depuis une vingtaine d'années. Mais moi, j'ai 25 ans, donc moi, ça fait que 25 ans que je suis marseillaise. Oui, bien sûr. Oh là là. Ok. Bon, ça va, mon Ali? Oui, très bien. À part le fait que tu as très bon goût en matière de foot, quelle est ton analyse, toi, sur les régionales départementales? PACA qui a failli basculer dans les mains du RN. Heureusement, le Front Républicain a marché pour le coup. Ouais, mais alors, moi, j'ai vraiment cru que Mariani aurait pris la région. Hein. Ouais. Mais honnêtement, moi, c'était sur un truc que je voulais souligner.
c'est concernant la plainte, le fait que les gens marronnent, le Rassemblement national qui marronne que tout le monde s'était mis contre eux pour rassembler les voix et donc gagner les élections. Ouais. Et moi, je voulais juste souligner un truc que j'entends dans tous les médias. C'est toujours pareil, ça rassemble contre nous. Alors moi, je voudrais poser une question au Rassemblement national. Alors pourquoi les gens se rassemblent contre vous? S'il y a un problème, c'est bien contre eux. Parce que si la majorité des Français se rassemblent, que ce soit la gauche ou la droite, et qui s'unissent entre eux, parce que c'est un truc qu'on reproche souvent aux élections où les gens vont trouver une excuse pour l'abstentionnisme. Je trouve que le Rassemblement national n'a pas à se plaindre dans le sens où si tout le monde se rassemble contre eux, c'est que eux ont un souci et pas les autres. En tout cas, force est de constater que Twitter et CNews n'auront pas suffi à leur succès au Rassemblement national, et ça, on peut que s'en féliciter. Mais attention, restons vigilants parce que les présidentielles est une autre élection et Marine Le Pen fera. La remontada est toujours possible. Mais la remontada, ça vous connaissez. On connaît bien. Oui, Paris. Merci beaucoup, mon Ali. Je t'embrasse. Et allez, Paris. Merci Christophe. Merci Ali. Ciao. Je suis passé chez toi hier soir d'ailleurs. Je suis passé à Marseille. Il faisait 27 degrés hier soir. J'ai une audience là qui va tomber. Je crois que je vais partir. Sérieuse là. Mais quand même, Christophe, quand même, tu vois, par rapport au Rassemblement national, faut dire qu'ils n'ont pas de réserve de voix, la vérité. Oui, c'est vrai. Sur les élections locales, c'est pas comme la gauche qui peut se déporter. Oui, mais pour qu'on soit dans l'obligation de s'unir contre eux, c'est qu'ils ont quand même suffisamment de poids aussi. Hein. Ben, en fait, je dirais que par voie de conséquence, déjà, quand tu regardes au premier tour, il n'y a pas eu une grosse mobilisation de l'électorat du Front National, du Rassemblement National. Donc, c'est évident qu'au deuxième tour, en PACA, ils allaient perdre. Parce que déjà, ils n'ont pas de réserve de voix, mais en plus, la mobilisation de leur électorat, était plutôt faible. C'est clair. Ouais. Voilà, moi, Karim de Marseille est avec nous. Salut, Karim. Salut, dis-moi Christophe, je voulais poser une question, mais c'est pas par rapport au sujet des élections. Qu'est-ce qui se passe, par rapport à l'ancien auditeur. Juste une précision, Karim, vous soutenez bien l'OM, hein? Mais on s'en fout. Non, mais un Marseillais qui soutient Paris, ça m'a choqué. Là. Bah oui. Karim, pose ta question. Oui, non, c'est parce que je me posais une question et je voudrais vous la poser. Vas-y, pose ta question. Et la critique qui a été faite avant, là. Ouais. Comme quoi on parlait beaucoup des musulmans. Alors je me pose une question et je voudrais vous la poser. Est-ce que on parle beaucoup de musulmans ou alors est-ce que c'est les musulmans qui font beaucoup parler d'eux? C'est ça que je voudrais savoir. Bah alors, apportez un peu plus de précision à votre question. Dans quel sens parce que si vous posez la question, c'est que vous avez la réponse. Mais dans quel sens mais j'entends. Dans quel sens c'est les musulmans qui font parler d'eux? Mais dans quel sens les musulmans, ce serait éventuellement eux qui feraient parler d'eux? Par rapport à quoi vous dites ça? Ben, est-ce que c'est les gens qui trouvent des prétextes, qui cherchent des prétextes, ou alors est-ce que c'est les musulmans qui font parler d'eux? Oui, mais dans quel sens? Eh ben, par rapport aux faits divers, par rapport à tout ce que l'on entend tous les jours. Alors, est-ce qu'ils vont chercher, chercher des trucs, des petites bêtes, ou alors c'est... Alors, j'ai pas l'impression que les musulmans fassent parler d'eux. Mais est-ce qu'il y a des musulmans qui, au regard de leur pratique religieuse, animent, on va dire, les faits divers et les chroniques, les chroniques désavantageuses sur les musulmans? Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est en tant que musulman que des personnes font ces choses-là? Mais le lien avec le fait divers, c'est quoi? C'est quoi, voilà, le lien avec le fait divers? Parce que en fait, t'es en train de dire, Karim, que dans les quartiers, les voleurs et dans les prisons, c'est les... être aussi non, c'est pas ça. Non, précise alors. Ce qu'on dit par rapport à tout ce que j'entends par rapport à vos éditeurs qui disent on parle tout le temps des musulmans. Oui. Moi, je m'interroge, je me dis, est-ce que c'est vraiment... c'est vraiment volontaire, c'est fait exprès pour... Ou alors... ils sont en plein amalgame, en fait. Ils sont en plein amalgame, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure à l'auditeur précédent, c'est qu'ils sont dans l'amalgame, je vais schématiser, cité musulman. Pour eux, voilà, qui dit banlieue dit forcément musulman, alors que c'est faux. Merci mon Karim, je t'embrasse, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup. 01 40 33 9000 dans un instant. On va changer, oui moi non plus, mais il a posé sa question, on l'a entendu, on l'a écouté. Dans un instant, Didier Deschamps a fait n'importe quoi lundi soir.
Il faut le dire clairement. J'ai pas compris, j'ai pas reconnu Didier Deschamps. C'est pas ce que j'allais dire, mais bon. Moi je vous le dis, je vais m'en expliquer dans un instant. Mais un entraîneur qui n'arrive pas à se faire respecter, pour moi, n'a plus lieu d'être. Excusez-moi. Quand vous voyez Coman qui veut pas sortir et que l'autre il lui voulait se faire sortir, quand vous voyez Didier Deschamps qui n'arrive pas à expliquer à ses joueurs en première mi-temps son changement de tactique en pleine mi-temps, c'est du n'importe quoi. Didier Deschamps, s'en est-il terminé de l'ère Deschamps? On sait qu'il y en a un qui est très près et on sait la rancœur qu'il y a entre Deschamps et Zidane. Est-ce que Zidane va prendre l'équipe de France? Est-ce que surtout Deschamps va démissionner? Parce que Noël Le Graët, autant vous le dire tout de suite. Quelle rancœur entre Zidane et Deschamps? Non, il y a une rancœur. Bien sûr que oui, il y a une rancœur. Il n'y a pas de rancœur. Il y a une rancœur entre Deschamps et Zidane, tu le sais très bien, mon Rudy. Non, on va en parler dans un instant, ne bougez pas. Sur France Maghreb 2, le LGF, l'équipe de France éliminée. Et c'est les diffuseurs qui sont vraiment pas contents, parce que le score de 16,5 millions de téléspectateurs sur TF1, c'est terminé. Nada, fini. Walou. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum avec Rudy Kazi, Matsika, avec Maître Maghrebi qui est parti en audience, avec La Belle Histoire qui est avec nous aussi sur France Maghreb 2, et avec un auditeur qui nous appelle de Bordeaux. Ah, ça c'est une belle région, Bordeaux. Comment ça va? Impeccable, et vous? Ouais, ton prénom, pardon, rappelle-le-moi. Samy, tu nous appelles de Bordeaux, c'est ça? De Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Ah, c'est une belle région, Arcachon, tout ça, c'est kiffant. Moi, j'adore. Ah ouais, Carcan-Plage. Ah ouais. Ils connaissent pas Rudy Kazi, il sort pas de Paris, lui. Bah, je connais Bordeaux, j'y suis allé plusieurs fois. Ouais. Maître Maghrebi ne connaît pas Bordeaux, ça c'est sûr. Voilà. Non, j'ai jamais c'est plaidé un à rat Bordeaux. de laboratoire. C'est vrai que j'ai jamais plaidé à Bordeaux. Ouais, mais t'as jamais été en vacances à Bordeaux. Mais je crois qu'elle est jamais en vacances, elle bosse tout le temps, je crois. À Bordeaux, dans la plage, et puis à Paris, à la Seine. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est la plage. La mer, le bassin d'Arcachon, c'est quelque chose, franchement. Bon, t'appelles pas pour nous parler de carte postale de Bordeaux, mon Samy, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est par rapport à l'histoire du voile. Oui, qu'est-ce qu'il y a le voile? Pourquoi vous me remettez du voile là? Parce qu'en fait, honnêtement, au lieu de s'investir sur autre chose que le voile, je vais dire que, je sais pas, il faut avancer dans la recherche scientifique, comme ça on récupère nos industries de pointe. Les autres pays, ils mettent le paquet sur tout ce qui est amélioration, tout ce qui est éducation et tout, ils mettent le paquet. Et nous, on nous parle du voile à un moment donné. D'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Vous savez qu'en plein hémicycle aujourd'hui, le débat, c'était faire interdire le voile pour les assesseurs dans les bureaux de vote. Soutenu par les LR et le Modem, je précise. Et Schiappa, Marlène Schiappa, comme quoi tout est formidable en politique, en défenseuse du voile. Incroyable. De toute façon, je vais dire une chose. Tout à l'heure, vu que je suis routier, donc je conduis les camions, j'écoute la radio. Tout à l'heure, j'ai entendu une bêtise sur RTL. C'est pas chez nous. Pascal Pro, l'heure des pros là, qui passe sur RTL. Ouais. Le mec il disait que les musulmans étaient présents en France que depuis 30 ans. Ah oui, non, il faut qu'il revoie un peu son histoire, le gars. C'est une bêtise, mais ça, et en fait, vu qu'il n'y a personne pour lui, qui connaît bien l'histoire, pour lui rappeler que les musulmans étaient présents depuis le XVIIe siècle. C'est des bêtises qui sont dites, et puis après, quand c'est relayé, c'est ça. Ça peut pas suivre. Bon, merci mon Samy, en tout cas, bonne route. T'es où là? T'es à quel hectare? Là, je suis pas loin de Bayonne. De Bayonne? Ah ouais, sympa les Bayonne. Qu'est-ce qui se passe à Bayonne? Il y a un truc là-bas à Bayonne? C'est des... il y a l'équipe de rugby. Non, c'est pas de ça dont je parle. Il y a une grosse fête chaque année à Bayonne. C'est quoi? La Feria, peut-être. Voilà, la Feria. Oui, la Feria, exactement. Oui, c'est un comment dirais-je? J'ai assisté une fois à ce truc-là. À 23h, tu vois des gens partout par terre dans les rues, complètement ivres-morts. Voilà. Ouais, c'est ça les fériés. Tu confonds avec Barcelone? Non, pas du tout. Bayonne, non. Bayonne, t'en faisais partie. Non, pas du tout, absolument pas. Moi, je bois pas, monsieur. Moi, je bois pas, je bois que de l'eau. Bon, merci. Enfin, je bois que de l'eau maintenant. Merci beaucoup, en tout cas, Samy. Salut à toi. Oui, oui. Salut, prenez soin de vous surtout. Oui, on va tâcher. Bon, on va parler un peu de foot, les amis. L'équipe de France s'en est allée. L'équipe de France a dit au revoir à la compétition. Et pourtant, l'équipe de France était favori, ou en tout cas était attendue comme favori, avec un groupe quand même, ma foi, assez compliqué. Le Portugal, l'Allemagne, la Hongrie, et bien d'ailleurs toutes les équipes de ce groupe allez à la rue. L'Allemagne éliminée par l'Angleterre, la Hongrie bye bye, le Portugal aussi éliminé, la France éliminée, donc tout va bien. L'équipe de France, c'est ce qui nous intéresse.
Deschamps, pour moi, est fautif de ce qui s'est passé lundi. Parce que on connaît Deschamps quand même, qui est un guerrier, qui est un champion, notamment en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Voilà, le parcours parle pour lui. C'est d'ailleurs grâce à Deschamps que vous avez obtenu un titre après 20 ans d'absence pour l'Olympique de Marseille. Depuis, on attend toujours. Didier Deschamps, pour le coup, on l'a pas reconnu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a commencé avec un schéma de jeu qui n'était pas vraiment franchement attendu. Il a voulu essayer de s'adapter peut-être à l'adversaire, la Suisse. Voyant que ça ne prenait pas, il a voulu changer de tactique en pleine mi-temps. Sauf que le problème, c'est qu'on voyait sur le terrain que les joueurs ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient. Donc c'était déjà un premier problème. On n'a pas compris. Il a mis au moins 10 minutes à faire comprendre à ses joueurs quel schéma tactique il fallait adopter. Et puis alors, ce qui s'est passé avec Coman dans la prolongation est parlant. C'est un Coman qui lui dit non, je veux rester sur le terrain parce qu'on s'est un peu blessé. Et Deschamps qui voulait absolument le faire sortir. D'ailleurs, on a vu... Comment il s'appelle Thuram vouloir rentrer à plusieurs reprises et Coman qui dit non je reste. Deschamps qui n'arrive plus à se faire respecter, pour moi ça me pose question. Rudy Kazi, pour moi Deschamps là pour le coup n'arrive plus à gérer son vestiaire. Non mais clairement moi effectivement je pense que du coup en 2018 Deschamps c'est vraiment l'homme qui fait gagner cette équipe. Il n'y avait pas de personnalité supérieure à d'autres, et là en l'occurrence cette année c'est lui qui fait perdre l'équipe de façon générale, même si on va revenir sur le penalty manqué de Mbappé. Moi je vais juger Deschamps sur deux aspects, effectivement sur le management des hommes certes, mais aussi sur l'aspect tactique. Comment est-ce qu'il a préparé cette rencontre finalement? Très peu de matchs avec la mise en place qu'on a vue à l'Euro. Il a fait revenir un Karim Benzema dont acte, c'était une bonne chose à faire, mais pourquoi est-ce qu'il le fait revenir aussi tard, sachant qu'il n'a pas eu le temps de travailler une tactique autour de Benzema? Aussi tard par rapport à quoi? C'est-à-dire par rapport à la compétition. Tu veux dire qu'il aurait dû le prendre dans des matchs amicaux par exemple? Bien sûr, ouais. Oui, parce qu'en fait, parce que quand tu fais venir Benzema, tu changes de tactique. Alors qu'en 2018, il joue plutôt en contre. Ouais, mais c'était un coup de com', ça, Rudy, de faire revenir maintenant. Mais peut-être. En tout cas, moi, je trouve qu'effectivement, s'il l'a fait revenir, il l'a fait revenir. Et il a fait le taf, Benzema. Lui, il a fait le taf parce que peut-être que c'est l'un des seuls joueurs qui a joué avec une tranquillité, avec une certaine humilité, et certainement aussi sans la prétention de porter un statut et de devoir le préserver. Moi, je pense que Deschamps s'est retrouvé aussi dans le cas où il a voulu... Il s'est laissé griser, on va dire, par le statut de favori. Grisé par Griezmann. Voilà, il s'est fait, il s'est fait griser par ce statut de favori. Et donc, au lieu de travailler ses mises en place comme il le fallait, il a pensé que l'équipe avait suffisamment d'expérience pour pouvoir jouer les uns avec les autres, etc. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit partir maintenant? Mais non. Pourquoi maintenant? Mais pourquoi non? Non. Ça y est, stop. Ça fait 10 ans là. Oh. Mais ça fait 10 ans. Déjà, pourquoi tu veux qu'il parte maintenant? C'est pas sur les 10 dernières années. Il a quand même fait un travail qui est plutôt remarquable. Ok, il a mal préparé son Euro dans le sens où il n'a pas réussi à mettre en place une équipe solide, qu'il n'a pas réussi à mettre en place une bonne stratégie. D'accord, mais ça n'empêche qu'il a quand même gagné la Coupe du Monde et que j'ai presque envie de dire l'erreur est humaine. Il s'est loupé, c'est pas parce qu'il s'est loupé qu'il faut qu'il abandonne et qu'il parte. Ouais. Parce que c'est quand même lui qui a réussi à reconstruire une équipe de France qui était laissée complètement à l'abandon, qui ressemblait. Il y en a un qui attend là. À la porte. Oui, il y a notre... T'as envie de placer Zizou, on est d'accord, on est d'accord. Bah oui, bien sûr. Non mais attends, avant d'arriver quand même à Zidane, il a construit une vraie équipe. Là, il a pas réussi à mettre en place une stratégie solide, il a pas réussi à mettre les joueurs à leur bonne place, mais c'est pas parce qu'il a pas réussi à faire ça sur cet Euro que ça signifie que c'est pas un bon entraîneur et que ça signifie qu'il doit abandonner et partir. La belle histoire, j'ai envie dans ton avis, toi, de footballistique aguerri, la belle histoire. Footballistique, je ne pense pas, mais j'ai un avis quand même. Effectivement, Didier Deschamps et l'équipe de France, en règle générale, ont raté l'Euro. Ça, c'est clair et net. Moi, je pense qu'effectivement, en 2018, il y avait... L'équipe qu'il a constituée était à son sommet. Il y avait effectivement un certain nombre de personnalités qui se sont révélés au public. Je pense à Pavard, je pense à Coman, je pense à Mbappé, bien sûr. Ouais, Pavard, c'est une escroquerie, excusez-moi. Oui, mais en tous les cas, sur cette... Mais quelle caricature! Non, c'est une escroquerie, arrêtez. La France, la défense, ça tient pas debout. La France, elle se prend trop de buts, ça peut pas aller loin. Il faut évaluer les joueurs en fonction de leur environnement. Pavard, c'est un joueur qui joue très bien avec le Bayern. Oui, vas-y, termine. Moi, je pense qu'on est dans un pays où on juge un peu trop vite les hommes.
Oui, entièrement d'accord. Didier Deschamps a apporté quand même une Coupe du Monde, ce qui est important. Et effectivement, quand on reprend effectivement la rétrospective, quand Aimé Jacquet a gagné la première fois la Coupe du Monde, il s'est arrêté. Ensuite, il y a eu Roger Lemaire qui a pris la suite. Il faut savoir aussi que quand Didier Deschamps reprend l'équipe de France, l'équipe de France est en lambeau. On est après Naïsna. 2010, c'était catastrophique. On nous en. On n'a pas le droit d'oublier ça. Raymond Domenech. On n'a pas le droit d'oublier ça. Et effectivement, il fallait une autorité morale sur cette équipe de France qu'il a réussi à installer. Après, nous, on juge en fonction des images que l'on voit. Effectivement, avec les fameuses polémiques, des polémiques qui sont allées jusqu'aux familles des joueurs. Là, il va falloir bosser là-dessus. Tu vois, la belle histoire, mais c'est-à-dire là, l'équipe de France est en lambeau. Parce qu'en fait, cette équipe tombe de haut. Elle a joué avec la prétention d'avoir ce statut qui allait en fait solutionner tous les problèmes. C'est-à-dire que même tactiquement, cette équipe jouait mal et défensivement, on a perdu cette solidité défensive et on jouait toujours à retardement, toujours en réaction, comme si notre statut en fait suffisait pour gagner cette compétition. Voilà. Et c'est une suffisance. Donc en fait, toute l'équipe tombe de haut, y compris Deschamps, parce que tu regardes, comme disait Christophe tout à l'heure, il est même devenu d'un coup plus permissif. Je vais pas aller jusqu'à dire que le fait que chacun ait sa petite coupe de cheveux, c'était annonciateur de quelque chose, mais quand même, tu vois, il a laissé plus de pouvoir à Mbappé, tirer les coups francs, il les tire tous dans le mur. Il a laissé des joueurs jouer. Mbappé, cinquième tireur, c'était une connerie, Rudy. Et cinquième tireur, alors que il fait un mauvais match. Il fait un mauvais match, il cadre aucun de ses tirs et tu le laisses tirer cinquième tireur. Alors soit il l'a voulu. Mbappé, il a pas dit non parce qu'il espérait être le héros si la France menait les tirs au but, et ça s'est pas passé comme ça. Mbappé lui-même, il aurait pu se dire bon, je suis pas trop dans le match, vaut mieux éviter que je me retrouve là. Et lui-même, il l'a dit, j'ai voulu donner la victoire à la France et j'ai raté. Donc en fait, ce boulard-là, tout le monde l'avait. Même Deschamps, et là il y a une désillusion, tout le monde revient un petit peu dans ses baskets. Il y a qu'à voir aussi comment c'est parti en vrille aussi avec les joueurs après. Il y avait des trucs qui étaient latents, tant qu'on gagnait ça allait. Il y a eu embrouille entre Rabiot et Pogba à un moment sur le terrain. Il y a eu embrouille entre Rabiot et Pogba, parce que Pogba voulait garder le bloc haut alors que Deschamps voulait redescendre, et donc Rabiot trouvait que Pogba prenait trop de risques. En même temps, t'as la mère de Rabiot qui s'est embrouillée avec les frères de Pogba en tribune parce que les frères de Pogba, les frères de Pogba, ils se moquaient de Rabiot pendant tout le match en disant il est nul. À un moment donné, elle a craqué, elle s'est énervée après eux, elle s'est emportée au-delà de ça contre Mbappé en disant qu'il est trop arrogant, en parlant à son père comme quoi son fils était trop arrogant. Donc elle a pété les plombs, mais elle est pas la seule. D'autres ont pété les plombs. Ça montre que il y a des tensions, il y a des trucs. Des sujets. Il était tendu ce match. Moi j'étais loin, mais je peux te dire que je l'ai vécu. Mais l'histoire avec Giroud était annonciateur de quelque chose. La réalité, quand Giroud dit par exemple que quand il rentre, on lui donne pas des ballons, etc. Et que donc Mbappé l'avait pris pour lui. Ça va faire à force de pleurnicher, ça va 5 minutes. Non, mais alors Giroud a eu tort. Il a pas joué dans son équipe toute l'année. Il vient se la ramener, donc c'est bon. Non, mais après c'est criard que quand Giroud est entré, il recevait moins de ballons de la part de Mbappé. Maintenant, Mbappé a peut-être pas forcément eu tort de pas lui donner les ballons, mais le problème c'est que quand Giroud le dit, il dit une vérité. Maintenant, il a tort de le dire, mais après la réaction de Mbappé qui a priori a boudé pendant plusieurs jours à l'entraînement a suscité l'énervement des mandats, etc. Ça, c'est des trucs qui sont sortis dans la presse parce que les gens ont fini par parler. Donc à un moment donné, Mbappé, il a un statut de star, mais ce problème c'est que ce statut peut-être le fait déjouer, ce statut le fait pas jouer avec le naturel qu'on a vu en 2018, et ça pose problème. Alors Besma, le match était très tendu, je l'ai vécu vraiment très loin aussi, comme vous. Vous étiez un peu plus près, c'était vraiment très tendu ce match. Cette équipe de France prend trop de buts. Il y a un problème en défense. C'est ce qu'on appelle la ligne de crête. Oui, il y a un problème de solidité. Il y a un problème au niveau de la solidité. Il y a eu un problème au niveau de la stratégie. Mais c'est pas pour autant que moi je retournerai ma veste et que je ne soutiendrai plus l'équipe de France et que je souhaiterais le départ de Didier Deschamps quand on se souvient d'où vient cette équipe. Et bien au contraire, moi j'ai même envie de me dire, j'espère que c'est parce que quand on joue, on prend toujours le risque de perdre. Et ils étaient quand même menés au départ, ils arrivent quand même à revenir. Ils ont quand même réussi à marquer des. Le risque de gagner. Ils ont quand même réussi à marquer des beaux buts. Enfin, moi, je préfère regarder le côté positif que le côté négatif. D'accord, on a perdu. D'accord, on a perdu. D'accord, on est éliminé. Mais en même temps, oui, mais non, mais il y a du talent. Il y a du talent dans cette équipe. Didier Deschamps aussi a du talent. Ok, là, on est face à un échec. L'échec, ça faisait partie du risque. Quand on joue, il y a le risque de perdre, mais en même temps, il faut tirer des leçons de ça. Et moi, si je me souviens bien, le dernier Euro qu'on a perdu a permis de leur donner la gagne pour avoir
Après, derrière la Coupe du Monde. Donc, non, mais il n'y a pas de raison que ce soit plus pareil. Pourquoi ça serait à la finale de l'Euro, l'équipe de France était vraiment supérieure au Portugal et ils ont perdu bêtement. Il n'y a pas de raison. Et là aussi, ils ont perdu et ils ont envie de. Je pense qu'ils auront envie d'avoir leur revanche. Et en plus, on perd en finale. Là, on perd en huitième de finale. Donc, c'est vraiment l'orgueil qui est cassé. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que l'équipe de France va devoir se remobiliser, poser les cartes sur table, se dire les choses en face, se dire là, on a peut-être cru qu'on était trop. Parce que là, moi, j'ai envie de dire que le même match. Mais effectivement, c'est Deschamps qui doit repartir. Tu prends exactement le même match, mais exactement le même. Tu n'en changes absolument rien. Juste le tir d'Mbappé qui ne serait pas raté, avec au final une victoire de la France, on n'aurait même pas cette conversation. C'était pas sûr que si on l'aurait. Non, on l'aurait pas. De toute façon, c'était impossible que Mbappé ne manque pas, parce que dans la mesure où son Euro devant les buts n'est pas bon, il a raté énormément de choses. En fait, cette victoire n'est pas à expliquer en fait sur le coup de quelque chose qui arrive comme ça, dont ne sait où, etc. Non, les germes de la défaite étaient déjà là, parce que Deschamps a mal préparé le parcours de l'équipe de France est mauvais. Mais c'est ce que je viens de dire. L'Allemagne, le Portugal, la Hongrie et mais oui, à chaque fois on est à retardement. On prend un but, on encaisse un but, on marque derrière, on encaisse un autre but. À chaque fois, on est en retard parce prend trop de buts, on a une défense. C'est ça. On a jamais maîtrisé les matchs et la solidité défensive dont tu parles. C'est quand même incroyable qu'on l'ait perdu. Il faudrait plus. Alors que c'était le point fort. Moi, je pense qu'il faut plutôt se positionner en disant voilà, on a une mauvaise défense, il faudrait qu'ils trouvent une solution pour réussir à améliorer la défense. Plutôt que de dire il faut que Didier Deschamps démissionne. Non, c'est pas une mauvaise défense, on a une mauvaise animation défensive parce que si tu prends c'est la même ligne défensive qu'on avait là, à part Umtiti qui n'est plus là, c'est une bonne ligne défensive. En plus avec Kanté et Pogba devant, c'est une bonne ligne. Maintenant c'est le milieu ça. On a un bon milieu de bonne attaque, mais on n'a pas une bonne défense. Non, mais c'est un milieu aussi qui défend. Kanté, Pogba, c'est aussi un milieu qui défend. Le fait, c'est de dire au fait que aucun de ces joueurs n'a été à son maximum, à part Pogba offensivement, mais même Kanté, il a été inoffensif, il a été invisible. Cette équipe n'a jamais trouvé le moyen d'articuler ensemble. Mais maintenant, par exemple, sur Zidane, pour finir là-dessus, moi je pense que Zidane, il ne devrait pas revenir maintenant. Pourquoi ? Parce que cette équipe, elle est à reconstruire. Et s'il arrive maintenant, il va avoir beaucoup de travail. Reconstruire cette équipe, évacuer cette défaite, etc. Alors que c'est plus à Deschamps, je trouve, de remobiliser les troupes pour repartir en 2018 oui, mais reconstruire, en 2022. Pour moi, l'équipe, elle n'est pas à reconstruire, elle est juste à remobiliser. Je pense que même pour 2022, l'équipe de France peut même gagner le mondial. Si jamais ils arrivent à se remettre la tête à l'endroit, comme ça, mais ils peuvent gagner quoi. Non. S'ils se remettent la tête à l'endroit, ils peuvent le gagner. Oui, la belle histoire. Attention, mes amis. Moi, je pense effectivement. Bien évidemment, moi, je suis pour que Didier Deschamps poursuive sa route. Là, on est en train de faire. Pas moi. Moi, je suis le seul à être. Je suis en minorité à dire qu'il doit partir. Il en a fait trop. C'est peut-être. Il aurait dû s'arrêter en 2018, partir. Comme Aimé Jacquet. Vas-y, la belle histoire. Pardon. J'arrive. Simplement, moi, je pense qu'effectivement, Didier Deschamps doit être l'homme de la situation pour remobiliser les troupes. D'ailleurs, dès le mois de septembre, on est reparti sur une séquence d'éliminatoire pour le mondial. Et ça arrive vite, c'est l'année prochaine. Et je pense que pour Deschamps, par contre, ce sera sa dernière campagne en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Quant à Zidane, moi, j'ai peur. Mais son contrat s'arrête pour le mondial, la belle histoire. Oui, absolument. Et moi, je pense qu'il y a un problème au niveau de Zidane. En fait, moi, j'ai peur pour Zidane pour une seule chose. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit. Je me rappelle quand Michel Platini est devenu sélectionneur de l'équipe de France, avec le succès que l'on connaît. Ironie du sort. Parce qu'il n'a pas fait grand-chose, Michel Platini, avec tout l'aura qu'il avait à l'époque. Je pense même que quand il a été sélectionneur de l'équipe de France, c'est la plus mauvaise décision qu'il ait prise de sa carrière dans le football. Ouais, c'était trop tôt. Donc, et c'était trop tôt, tout à fait. Mais là, Zidane, il sort d'une bonne expérience avec le Real Madrid quand même. Il a pris le Real en cours de saison. Il remporte la Ligue des Champions. Mais voilà. Il a tout à perdre, Zinedine Zidane, il a tout à perdre d'aller en ce moment, en pleine phase de reconstruction, d'aller justement sur cette phase d'éliminatoire. Que dirions-nous si la France ne passe pas les éliminatoires? Parce que si Zidane, il arrive avec son staff. Il arrive avec sa stratégie, il arrive pour reconstruire tout d'un coup.
Et moi, je pense que c'est pas le Ça bon veut moment. dire qu'il faut repartir, Ce sera peut-être le reprendre bon les bases moment à après zéro, 2022. etc. Mais en plus, ce que tu dis est vrai, parce que regarde, quand Zidane reprend le Real Madrid, c'était quand le Real avait perdu le championnat, alors qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions avec Carlo Ancelotti. Donc du coup, il avait des joueurs confirmés, des Modric qui avaient peut-être 28 ans, des Benzema qui en avaient 27, etc., des Cristiano Ronaldo, des mecs en fait qui étaient plein d'expérience footballistique. Et donc du coup, Zidane avec son charisme et son management bien fignolé, Bon, etc. vous en voulez pas de Zidane. Il avait tout ce qu'il fallait en fait pour reprendre cette équipe. Moi, je pense que c'est après le mondial 2022 que lorsque l'équipe de France arrivera, parce qu'en fait, la moyenne d'âge en 2018 c'est 23 ans. Donc voilà, quand ils arriveront à la fin d'un cycle. Mais attention avec des joueurs relativement jeunes, c'est-à-dire ils auront la moyenne d'âge, ce sera peut-être 27-28 ans. Là, ils seront pleins d'expérience et Zidane, il pourra mieux travailler avec un effectif de cette qualité-là et de cette expérience. Maître Maghrebi, tu veux pas de Zidane ? Moi, je veux que Didier Deschamps reste. Oui, ça j'ai bien compris, mais pourquoi pas Zidane ? Pourquoi pas Zidane ? Parce que j'aime pas l'idée de rejeter quelqu'un quand on est face à un échec. Ouais. Surtout quand on a une personne qui a fait quelque chose d'aussi, j'ai envie de dire, merveilleux. Il a reconstruit l'équipe de France. Mais il partira pas, t'inquiète pas. Donc je ne veux pas qu'il parte. Je veux que ce soit une décision qui soit mûrement réfléchie. Si à Marseille, à quoi. Marseille, il ne se passerait pas des choses aussi catastrophiques en termes de résultats, ça ferait longtemps que Zidane serait à Marseille. Mais jamais de la vie, tu rigoles. Mais qu'est-ce qu'il irait foutre à Marseille oui. Histoire, tu veux qu'il se crame, après quoi ? le C'est Real n'importe Madrid, quoi, là. Zidane, ce qui l'intéresse, c'est la Juventus. Bah ouais, non mais t'imagines après le Real Madrid, tu viens à Marseille, c'est comme si tu passais du PSG à, je sais pas, à Carquefou, voilà, Carpentras, tu vois, n'importe quoi la belle histoire. Mais de toute façon, Deschamps, il va rester en poste. Là, il y a Le Gret qui a dit que il attend de voir Deschamps pour discuter avec lui. Ouais. Sous-entendu, si Deschamps est en contrat, s'il veut partir, il partira, mais personne ne le mettra à la porte, donc il va rester. Non, mais c'est pas Le Gret qui va le foutre dehors, hein, ça c'est clair. Évidemment. Bon, alors la fin d'un cycle pour vous, c'est 2022. Maître Maghrebi dit, on garde Deschamps parce que c'est lui qui a reconstruit l'équipe de France et il faut qu'il termine son travail. Enfin, qu'il poursuive en tout cas. Non, et puis t'imagines la violence quand même. Dès qu'on est face à un échec, il faudrait rejeter. Oui, mais c'est ça le monde du foot. Mais non, je suis pas d'accord. Bah oui, mais c'est. Oui, Maître Maghrebi, c'est comme ça. Plus, ce qui s'est Pourtant, passé... tu continues à soutenir le PSG. Oui, et alors et pourtant, il y en a des échecs. Hein. Quoi, et pourtant, il y en a des échecs. Ouais, excuse-moi, ne serait-ce que la Ligue, excuse-moi, cette année, je t'ai pas vu rejeter ton équipe ou la critiquer. Tu veux comparer les échecs du PSG avec ceux de l'OM, ma chère Benzema ? Non, je compare les échecs du PSG avec ceux de l'équipe de France. Ah, parce que tu sais que ça peut pas tenir. Les amis marseillais, s'il vous plaît, en renfort, hein, venez leur dire que l'étoile, elle est chez nous pour l'instant, que les Parisiens rêvent de l'avoir, mais qu'ils ne l'ont toujours pas. Quelle étoile ? Et que vu comment de quoi que vous avez acheté en l'étoile, elle est 93. poussiéreuse. Tu sais que l'édition. Alors comme je dis à chaque fois, l'édition 93, c'est la seule édition où tu n'as que comme 2 poules. Je dis à chaque fois que nous au moins on a été capable de faire ça. Ceux qui sont qualifiés pour les 2 poules allaient directement en demi-finale. Oui, la belle histoire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends Besma, parce que depuis tout à l'heure elle défend Deschamps, c'est quand même lui qui a soulevé la coupe. Mais oui, non mais c'est ça. C'est pour ça. Oui, bien sûr. Et en tant qu'ancien entraîneur de l'OM. Et les 2 coupes. Ah, le parti pris, non, c'est pas digne d'une Non, c'est parce qu'il est né le 15 octobre comme moi. Ah oui ? Non, il y a trop de partis pris. Non, ça c'est indigne. Indigne, Maître Maghrebi. Non. Bon, en tout cas, on verra bien, mais vous savez que les diffuseurs font la grimace. Hein, TF1 M6 sont pas contents. Tu m'étonnes. 16 millions de téléspectateurs, c'est fini. Ils feront plus jamais ça. Voilà, les sponsors. C'était la meilleure audience de l'année, effectivement. C'est la meilleure audience depuis 2018, je crois, pour TF1 lundi soir, avec un pic à 16,5 millions de téléspectateurs qui ont regardé l'équipe de France. Voilà, c'était tendu. Ils veulent du cash, c'est tout. Non, mais encore maintenant, maintenant que c'est assez rationalisé. Moi, je me souviens lors de la Coupe du Monde 2002. La Coupe du Monde 2002 que TF1 avait acquis en exclusivité, la Bérésina de l'EDF, pour un coût astronomique d'1 milliard. Ouais. Quand on voit le résultat de l'équipe de France cette année-là, on n'est même pas sorti des poules. Ouais, c'est clair, c'est dramatique. Mais quand même, tu vois, ce qui est salutaire pour Deschamps, c'est que du coup,
comme l'orgueil est brisé, il va commencer à travailler avec les valeurs d'humilité qui ont fait en fait son football entre guillemets en 2016. Donc moi je pense que cette défaite, elle est plutôt salutaire. Exactement, et c'est ce qui va lui donner encore plus de chances de gagner la Coupe du Monde. Bah tu vois, je vais dans ton sens, tu vois. Exactement. Mais Deschamps, c'est vrai que c'est un gagnant. Il lâche rien. Il est très rancunier. Bien sûr que c'est un gagnant. Et à mon avis, les joueurs qui lui ont fait un petit peu de résistance, ils vont le payer cher. Ils vont le payer cher. À mon avis, ils vont le payer cher. C'est bien, ça va y avoir même pour Mbappé, moi je trouve que quand même ce qui s'est passé, doit pas partir maintenant. C'est difficile pour lui, mais je pense que ça va lui permettre de remettre les pieds sur terre. Allez. Cette défaite va préparer la victoire de la Coupe du Monde. Allez, on termine sur cette phrase. Dans un instant, on va parler de naturopathie, de Covid-19. Ouais. C'est tout un autre projet, un autre programme de l'efficacité des vaccins avec la ravissante et belle Hinda Djeridi qui est avec nous dans le studio. Dans un instant, à tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, le grand forum, le vrai, l'authenticité, l'original. Méfiez-vous des imitations, c'est tous les jours et en direct de 16h à 18h, en tout cas depuis aujourd'hui, après quelques jours de vacances bien méritées, évidemment. En ce qui me concerne, c'est donc parti avec aujourd'hui Rudy Kazi, avec Maître Maghrebi qui est avec nous. Ça va toujours, Maître ? Bien sûr. Ouais, je sais pas, je sens une petite... Non ? Hinda est présente, comment tu veux que ça n'aille pas ? Je sais pas. Non, ça va très très bien. D'accord. Alors, Rudy Kazi Matsika est avec nous. La belle histoire aussi qui nous fera d'ailleurs sa chronique résumé de l'émission. Il aura de quoi faire. J'espère qu'il va défoncer Rudy Kazi tout à l'heure. À 17h50 sur France Maghreb 2. Pour l'heure, oui, c'est gratuit. Pour l'heure, vous la connaissez. Je croyais que tu étais mon ami, Christophe. Oui. Mais il est l'ami de personne. T'as pas vu comment il a critiqué Marseille aujourd'hui ? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Franchement. Vous la connaissez évidemment, cette voix légendaire qui a accompagné vos dimanches après-midi notamment, mais pas que, sur France Maghreb 2. Notre belle Hinda Djeridi. Comment ça va, Maïnda ? Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Ça fait longtemps, c'est vrai. Ça fait mais c'est une vraie voix de radio, c'est vrai, t'as raison. Attends, naturopathe Hinda Djeridi. Alors on a beaucoup parlé de la Covid-19 et puis Hinda m'a dit, tu sais que la Covid-19, naturopathie, tout ça, ça peut être lié, tout cela. Je dis ah bon ? Faut que tu viennes m'expliquer comment à la radio. Donc, ma chère Hinda, le Covid-19. Alors, il paraît qu'on n'a pas tout à fait terminé. On est en train de nous parler d'une 4e vague. Ouais. Je crois qu'ils veulent nous plomber le moral, en fait. Je crois qu'ils veulent nous plomber le moral. Ils nous ont incité à nous faire vacciner. C'est-à-dire pour réussir que moi j'aille me faire vacciner. Il fallait le faire et pourtant je l'ai fait. Là, pour le coup, on nous parle du 4e vague avec ce variant indien qui est en train de progresser assez nettement en France, mais pas que. Ah, c'est plus le Delta ? Non, c'est le Delta indien, c'est pareil. Delta, quoi. Oui. Voilà. Delta, Alpha, et l'Oméga. Oméga. Il arrive l'Oméga. Alors, Hinda, le Covid-19, naturopathie, quel est le lien ? De toute façon, la naturopathie, il y a un grand lien dans toutes les pathologies, que ce soit le Covid-19 ou n'importe quelle pathologie. Donc déjà, je reviens sur le terme de naturopathie. C'est une approche holistique qui va traiter la personne dans sa totalité. Holistique veut dire on prend dans la totalité la personne, que ce soit le physique, l'émotionnel, le spirituel, tout ce qui est l'énergétique. Donc on va vraiment traiter le terrain. Contrairement à la médecine allopathique, la médecine traditionnelle que l'on connaît, qui va traiter la symptomatique, j'ai mal à la tête, je vais prendre justement un antalgique. Je vais pas citer le nom, mais je vais prendre un antalgique, voilà, exactement. Alors que la naturopathie essaye justement, c'est une approche de terrain, on essaie de rééquilibrer. Lorsqu'il y a maladie, il y a des équilibres quelque part, donc on essaie de rééquilibrer, justement, et de comprendre pourquoi la maladie s'est installée. Maladie, mal à dire. Tout ce que j'ai du mal à dire va se cristalliser au niveau du corps physique. Voilà. Oh là là, mais ça touche le haut du plafond, là. Alors, pourquoi, si j'ai le Covid-19, pourquoi j'irai voir la naturopathie ? En quoi ça va me servir ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui... Je l'ai pas eu d'ailleurs. Alors, tant mieux d'ailleurs. Il faut savoir que... Moi, je l'ai eu et je suis une warrior aussi. Ouais, tu t'es fait vacciner quand même, warrior. Non, mais ils l'ont tous eu. Écoute, Hinda. Ouais. J'avais Gamal Abina, Emmanuel Dupuis, qui avait le variant anglais. Présent dans les studios, sans masque, sans rien. Ouais. J'étais là, rien du tout. Ça fait 1 an et demi que je prends les transports, rien du tout. Je touche du bois. Tant mieux. Christophe, moi je t'ai jamais dit, après j'espère que ça n'a pas été le cas, mais je t'ai jamais dit que j'étais malade du Covid, moi. Ouais, t'as pas été malade toi non plus. Bah non. Voilà, un autre warrior. Grâce à Dieu. En fait ça dépend de notre système immunitaire aussi. Je suis au plus. Voilà. Alors, est-ce que c'est une connerie ou pas le fait qu'on soit au plus
Il paraît qu'on est plus immunisé. Mais je suis au plus, donc ça n'a rien, tu vois, ça n'a rien à voir. Il y a des hauts mais toi, c'est un O plus moins, peut-être. Non, c'est un plus marseillais, peut-être, c'est ça? Voilà, un variant marseillais. Jérédy, pourquoi j'irais voir une naturopathe si je suis malade du Covid? Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on a le Covid, donc déjà, il faut faire le test PCR pour être sûr. Ouais. Et tu le sais très bien, quand on a justement le Covid, on nous dit quoi? Restez à la maison, prenez justement ce fameux médicament pour la fièvre au cas où vous avez ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que plus on va rester à la maison, dans certains cas, on l'a vu, il peut y avoir des formes graves, d'accord? Alors, la naturopathie va permettre, elle, de stimuler le système immunitaire pour booster vos propres défenses afin de combattre le virus, afin de combattre la maladie. Mais comment? Avec des médicaments? Avec quoi? Non, on ne soigne pas avec des médicaments. Déjà, il faut savoir que nous, on ne prend pas la place du médecin. Donc, il faut toujours qu'il y ait le diagnostic du médecin. Une fois que le diagnostic est posé, le médecin va lui donner des médicaments. Soit il va donner, lorsqu'il juge que c'est nécessaire, un antibiotique qu'on connaît très bien, mais qu'on ne va pas dire non plus. À la radio, on ne peut pas dire les noms. Donc, voilà. On s'en fout, on dit tout. Ah, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ah non, il y a Maître Maghribi à côté de moi. Non, on s'en fout pas. Et pour le coup, là, le droit de la santé, c'est ma spécialité. Donc là, surtout ne le dis pas. Voilà, non, je dis pas. Avec la vague, excusez-moi, c'est juste une petite parenthèse que je fais, mais avec la vague de perquisitions, de garde à vue qui sont en train d'être faits et les plaintes, le nombre de plaintes qui sont dépassées par le Conseil de l'ordre des médecins, par le Conseil de l'ordre des pharmaciens, à l'encontre des personnes pour exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, on ne prononce pas de nom de médicaments, on ne pose pas de diagnostic, on ne soigne pas les gens, on fait du bien-être. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, on ne pose pas de diagnostic. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Maître. C'est bien qu'il y ait un maître à côté de moi. Donc, moi, le naturopathe ne va pas émettre de diagnostic et il va accompagner la personne dans le bien-être, exactement. Voilà. Lui donner des traitements naturels pour accompagner le traitement allopathique du médecin. Nous n'allons pas contre le médecin. Voilà. Donc, on donne. Mais vous servez à quoi alors? On sert à beaucoup de choses. À apporter du bien-être, elle vient de te le dire. À apporter du bien-être, mais surtout à stimuler. Parce que j'ai un auditeur qui m'appelle et me dit c'est quoi la naturopathie? Attends, on va l'accueillir parce qu'il veut te parler. Jamel, qu'est-ce qu'il y a Jamel? Bonjour à toutes et tous. Salut Jamel. Bonjour. Ça m'a manqué. Ouais. Ça m'a manqué. Là, j'étais content aujourd'hui. Je me suis dit, c'est un live. En plus, je peux écouter de 16h à 18h. Jamel, je peux te dire un secret? Ouais. Franchement, on m'avait pas manqué. C'est normal. C'est normal. Attends, toi, t'étais dans le sud. Moi, j'étais dans le sud de Paris à la rigueur et voilà. Non, là où j'étais, je te jure que vous m'avez pas manqué. Personne. Bah, c'est normal. Attends, heureusement que je te manque pas d'un côté. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Jamel? Alors, moi, la naturopathie, c'est un truc qui est vachement tendance. Je sais à peu près ce que c'est. Mais ça me fait un peu peur d'entendre ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé direct. J'ai dégainé le téléphone. Je dis, allez, vas-y, je vais l'ouvrir encore une fois. À faire attention, parce que ça a suscité beaucoup de vocations ou d'envie de devenir naturopathe. Et on s'improvise pas la naturopathie et on est, comme ça a très bien été dit par, je ne connais pas le prénom de la dame qui est venue en tant que naturopathe. Inda Jérédy, elle s'appelle. Inda, elle est venue, elle est toujours présente, elle vous écoute. Voilà, oui, justement, enchanté. En tout cas, il y a une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est qu'on ne se substitue pas au médecin, on vient en appui de la médecine dite traditionnelle. Bien sûr. Et traditionnelle dans le sens la médecine générale, le généraliste, le spécialiste. Non, on vient pas en appui, on apporte du bien-être. Vous êtes pour le bien-être, mais vous venez un petit peu en appui aussi. Non, du tout. Parce que attention, maître sur les termes juridiques. Je suis un naturopathe. Alors, attendez, je vais vous répondre déjà d'une part. Je suis naturopathe après 18 ans de pharmacie. Voilà. Donc, je suis pas naturopathe, je viens pas de comptabilité, je viens de la pharmacie, du domaine de la pharmacie. J'ai fait aussi mes études en médecine, en homéopathie, et je suis aussi en formation neurosciences. Donc voilà. Je ne viens pas de, voilà. Voilà. Du comment. Voilà. Moi, je dis clairement, c'est ce qui explique le pourquoi du comment du départ, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je parle de personnes qui veulent devenir naturopathes. Et moi, je tiens comment tu t'as retourné ta veste, jamais? T'as un vrai faux cul, en fait, frère. Je viens pas vous critiquer, vous, mais... Non, il a raison, il y a beaucoup de charlatanisme. Attention, il a raison. C'est bien, mais c'est pas pour n'importe qui, c'est pas n'importe comment. Il a tout à fait. Jamel, c'est pas le discours que tu m'as tenu quand je t'ai décroché, t'as un vrai faux cul, Jamel.
c'est un truc d'influenceur. Voilà, c'est ça, il m'a dit c'est un truc d'influenceur. Là, elle a un parcours honorable, elle vient de la pharmacie, mais quand moi j'ai des demandeurs et des demandeuses d'emploi, parce que c'est souvent des femmes qui veulent être naturopathes, c'est un constat que je fais. Parce qu'on gagne, regardez, alors on monte TikTok, on monte des trucs comme ça, je fais, mais vous êtes au courant que c'est pas la réalité? Ouais. Merci Jamel, salut. Allez, ciao. Ciao. Bon, alors il faut que tu m'expliques parce que j'ai toujours rien compris, Inda. Oui. La naturopathie, qu'est-ce que ça va m'apporter si je suis malade? Alors on parle du Covid parce que c'est la maladie du moment. Non, mais comment ça, rien? Bah non, je peux pas. Je peux pas. Non, mais parce que la question, attends, c'est tu vas m'apporter quoi si je suis malade? Attends, Maître Maghribi, on va se parler 5 minutes toi et moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Qu'est-ce qui va pas? En fait, Maître Maghribi est mon avocate. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Vous croyez en audience ici ou quoi? C'est quoi le truc? Hein? Bon. Non, mais la naturopathie n'apporte rien si on est malade. La naturopathie n'est pas là pour guérir ou soigner une maladie ou soigner un ça mal. Sert à quoi, alors? C'est là pour apporter du bien-être. Non, mais d'accord. Alors, bon, oui, j'insiste. Non, mais je suis obligée. Alors voilà. Sinon, je vais faire le quart d'heure rapport de l'ARS qui a été rendu. Non, merci. Voilà. Ça va aller. Bon, Inda. Oui. Non, sérieusement, on va parler parce que je suis là pour ça surtout aussi. Oui. Donc, quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Le médecin va poser un diagnostic. Le médecin va te donner un traitement allopathique. D'accord ? Donc, en fait, la naturopathie va te donner, compléter, dans le sens, il ne va pas se substituer au traitement du médecin, mais il va stimuler tes défenses immunitaires. Tu sais très bien, l'humain, il y a aussi des... Comment j'arrive justement. L'humain a un système immunitaire très perfectionné. Donc, lorsqu'il est malade, il est déséquilibré. Donc, on va lui donner des plantes, d'accord, naturelles, qui vont stimuler le système immunitaire. Voilà, donc je vais pas les citer non plus ou je ne sais pas. Non, cite pas. Voilà, je ne cite pas. Cite pas. Je ne cite pas, mais il y a des traitements. Maintenant, ce n'est pas moi qui le dis, il y a même des médecins qui donnent ces conseils-là. Par exemple, certaines vitamines qui vont stimuler le système immunitaire. Il y a des vitamines qui sont justement boosters. Je vais pas dire les termes parce qu'aujourd'hui. Ça soigne ou pas vraiment? Ça soigne? Alors, ça va permettre de stimuler votre système immunitaire. Je ne dirais pas ça soigne, parce que voilà, aujourd'hui, nous vivons... Parce que juridiquement, c'est dangereux de le dire si elle n'a pas envie d'être placée. J'ai pas envie, je suis là pour dire aux gens... Alors, je vais vous dire un truc comme ça, au moins, on va pas m'attaquer ou quoi que ce soit. Le meilleur alicament ou médicament, ce que vous voulez... C'est déjà les pensées positives. Les pensées positives, je vous donne pas un traitement, mais les pensées positives, elles sont en vous. Vos pensées positives, elles vont émettre des vibrations. Faut savoir que tout est vibratoire. La maladie a une vibration, à une certaine fréquence. Vous avez une certaine fréquence. Si vous êtes bad down, ça veut dire que vous avez une basse fréquence. Et bien, qu'est-ce qui arrive? C'est là où vous allez justement avoir un déséquilibre de votre système immunitaire, de votre microbiote, sachant que le microbiote, c'est le deuxième cerveau. Et on a besoin d'un microbiote équilibré pour pouvoir avoir une bonne immunité. Donc, la naturopathie, c'est aussi la relaxation, c'est aussi la méditation, c'est aussi vous permettre justement de visualiser, de vous détendre pour permettre de stimuler aussi par vous-même, parce que vous avez un haut pouvoir, quand je parle de pouvoir, mais d'auto-guérison. C'est immense. Donc la naturopathie, c'est aussi tout ça. C'est une autre approche, c'est un autre état d'être. Puis en réalité, les gens, ils ne connaissent pas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, la naturopathie, comme il a dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est la tendance du moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de charlatanisme dans ce domaine. Et d'ailleurs, je me bats contre ça aussi, ce charlatanisme. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, moi, je vais vous guérir. Moi, je vais jamais dire à une personne, je vais vous guérir. Jamais. Par contre, j'accompagne la personne dans le bien-être pour qu'elle puisse justement avoir un équilibre émotionnel, un équilibre au niveau de son microbiote, un équilibre au niveau de son système immunitaire pour qu'elle puisse combattre le virus. Ça, c'est important. Microbiote, en fait, c'est la flore intestinale. On a des milliards de bactéries en nous, donc c'est marrant qu'on dit qu'on combat les bactéries, alors que c'est grâce à des bactéries qu'on appelle les bactéries saprophytes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, on dirait Bioman. Et lorsqu'elle dit que le microbiote est le deuxième cerveau humain, il faut savoir que le ventre est le deuxième cerveau. Et pourquoi c'est le deuxième? Mais oui. D'ailleurs, c'est même pas le ventre, on précise l'intestin. C'est l'intestin. Et pourquoi c'est le deuxième cerveau? Parce qu'il y a plus de 200 millions justement de neurones, sans compter les astrocytes, qui sont aussi la population
neuronale qui va permettre justement un rôle nourricier, mais plus que nourricier, au niveau des neurones et au niveau du système nerveux. Et c'est aussi la production de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur de l'équilibre émotionnel, qui est produit au niveau des intestins de ce microbiote. D'où l'importance. Exactement. D'où l'importance. Voilà. Ton meilleur médicament, disait Hippocrate, c'est ton alimentation. Donc, ce qui est important, c'est de revenir à la source, de revenir à la nature. La naturopathie, c'est ça aussi. On n'a pas besoin de donner de traitement. C'est aussi un éveil de la conscience de « je prends soin de mon corps ». Le Covid, il est venu, certes, mais le Covid est aussi un éveil de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'humain ne se réveille pas, ne comprend pas qu'il doit respecter la nature, qu'il doit respecter son corps, qu'il doit s'émerveiller de tout, aujourd'hui, on ne vit plus. Aujourd'hui, on survit. On est dans le va-vite. Eh bien, le Covid nous a confinés tous pour faire justement... c'est pas le Covid, c'est le gouvernement qui nous a confinés. Oui, mais c'est quand même le Covid. C'est à cause du Covid qui nous a confinés. Et donc, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? C'est justement, est-ce que ma vie actuelle me correspond? Tu vois ce que je veux dire? En réalité, c'est multidimensionnel. On peut pas dire que un individu, c'est juste le physique ou juste une maladie. Un individu, il est multidimensionnel. Il est à la fois le physique, il est le spirituel, et tout, en fait, tout arrive, tout ce qui nous arrive a un sens. Voilà. Et ça, il faut le comprendre. Moi, j'ai une petite question. Comment est-ce que, du coup, parce qu'il y a une réflexion plutôt philosophique derrière quand même la manière dont on doit s'automédicamenter. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, non pas sur France Culture, tout va bien. Voilà. Dès que j'ai un propos un petit peu intellectuel, il dit ça. Donc, oui. Mais donc du coup en fait, ça pose la question de la manière dont on place en fait l'homme, l'individu, dans une société qui est une société aussi qui a quand même, on va dire, qui porte une incidence sur l'individu, sur l'être humain, qui décide de plus en plus de son alimentation, de l'orientation de sa politique, et j'en passe et des meilleurs. Donc, comment est-ce que, du coup, vous pouvez questionner cette société par rapport à la manière dont elle nous pousse à agir et à interagir, et y compris sur notre santé et aussi sur notre alimentation. J'ai envie de dire que l'être humain est aussi un individu et un individu social qui est du coup influencé aussi sur la manière dont il s'alimente, et ça pose aussi des questions sur l'économie, sur la manière dont on nourrit les sociétés aujourd'hui. Par exemple, tout à l'heure, je faisais un constat à mes enfants, je leur disais, mais vous mangez très peu le vrai steak. C'était le rump steak, etc. Parce que dans les deux... Parce que tu leur achètes pas, c'est tout. Bah, ça coûte cher déjà. Ah ouais, bah alors. Mais après, tu leur reproches que tu peux pas leur offrir. Mais oui, mais en fait, je leur dis qu'effectivement, les êtres humains sont en train de perdre le goût de certains produits parce que, à cause de l'industrialisation qui est née, déjà après la Deuxième Guerre mondiale, parce que du coup, il fallait nourrir de plus en plus de personnes, on est allé vers des alimentations plutôt des alimentations génériques entre guillemets, et donc ça pose problème sur la manière dont le monde s'alimente, et ça pose problème aussi sur la manière dont on entrevoit l'individu dans cet environnement d'alimentation pour demain, et avec les questions posées aussi sur le climat. Quel être humain sera-t-on demain au regard de la manière dont le monde évolue? La question posée à 17h45 par Rudy, réponse à 18h30 de Inda Djeredi. Je peux répondre? Oui, vas-y, c'est bon. Je t'en prie. En fait, c'est une question qui est très vaste. Quel sera l'individu de demain? Quel sera l'individu de demain dans cette société actuelle? En fait, moi, je dirais qui je veux devenir. Peur, quand même. Non, pas du tout. Moi, je dirais qui je veux devenir moi-même. Est-ce que je vais suivre la société? Est-ce que je vais être un mouton? Ou au contraire, est-ce que je vais faire une introspection et être moi-même? Est-ce qu'on a le choix? On a le choix. Par exemple, sur les circuits courts, c'est possible. Ouais. Par exemple, sur l'alimentation, mais ça s'adresse à des populations qui ont suffisamment d'argent. Non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. On peut manger moins, mais manger mieux, de qualité. Voilà. Ça ne veut rien dire. Tu m'énerves, Inda, quand tu dis ça. Non, mais c'est la vérité. Ouais. Oui, mais parce que toi, t'aimes bien manger. Oui. Voilà. Oui. Mais par exemple, ça paraît difficile de dire à un enfant qui est habitué à manger 3 voire 4 fois par jour, de dire on va sauter un repas pour que tu manges mieux. Non, on parle pas de sauter un repas. Non, c'est pas question de sauter un repas. Aujourd'hui, de toute façon, le bio ou le naturel, ou alors quand vous allez justement vers les productions locales, je suis désolée, quand on compare les prix, c'est pas, on va dire, plus cher. Non. Vraiment, je dis la vérité. Et aujourd'hui, les gens... Naturalia juste à côté, franchement, les prix, c'est excessif.
Après, ça dépend quoi. Parce que moi, justement, j'ai l'impression que les populations sont pris au piège dans une société où tous les produits bons sont chers. Alors moi, j'ai une question. Alors que la société se paupérise de plus en plus. Donc du coup, cet accès à l'alimentation de bon niveau, on va dire, pour la bonne santé, c'est de plus en plus limité. Et donc du coup, on est en train de créer des personnes qui du coup vont avoir plus de pénibilité au travail parce qu'elles s'alimentent mal. Elles vont avoir plus de difficultés à travailler longtemps, alors que du coup, pour des questions économiques, on veut que ces personnes puissent travailler longtemps. On est en train de mettre la pression sur des personnes qui ont des difficultés. C'est ça, c'est Rudy. Oui, c'est Rudy, ouais, c'est ça. Rudy Kazibatika. En fait, Rudy, ce sont des fausses croyances. Malheureusement, l'être humain est un être conditionné et programmé. Voilà, mais là, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. Ça veut dire que si vous voulez que vos enfants aillent mieux, si vous voulez que vos enfants aillent mieux, déjà, les fruits, les légumes, ça c'est sûr, vous investissez dedans. Non, mais je suis d'accord. Mais il y a une pression sociale qui est... C'était pas vraiment une question, mais c'est plutôt une affirmation. Ici, moi je suis pas Didier Deschamps, attention, je me laisse pas faire moi. Faites gaffe. Mais pour manger mieux, peut-être qu'il suffit juste de cuisiner mieux. Et cuisiner mieux, ça signifie pas forcément acheter du bio. Oui. On peut très bien manger. mieux avec le robot, pareil. Je voulais pas citer le nom, mais en réalité, tu vois, une fois que tu as investi dans le robot, tu fabriques ton bio, tu fabriques ta farine, tu fabriques tout, t'as juste à apprendre à appuyer sur un bouton. Ouais, c'est ça. En fait, Maître Maghrebi, elle part de chez elle, elle programme son repas, ce soir tout est chaud. Moi, je mange sain et équilibré sans que ça ne me coûte cher, j'ai juste investi dans un robot. Ouais, ça coûte cher en ce moment. Inda, j'ai dit l'efficacité des vaccins parce que ça passe très très vite. C'est vrai que ça passe très vite. Oui, Pfizer, Moderna, on va les citer parce qu'on peut. Pfizer, Moderna ou encore AstraZeneca. Ouais. Johnson & Johnson, est-ce qu'il est important d'aller se faire vacciner ? Et le russe, pourquoi t'en parles pas ? Parce qu'il est pas autorisé en France. Alors déjà sur les vaccins, on va dire bien sûr, je suis pas contre les vaccins, hein, on le sait aujourd'hui dans cette pandémie. Alors la seule chose que je vais dire, c'est que Moderna, c'est important que les gens le sachent, hein. Moderna, Pfizer ne sont pas des vaccins réellement, d'accord ? Il faut le savoir. Ce sont des, je vais même pas dire thérapie parce que la thérapie est pour les gens malades, d'accord ? Mais c'est une information génique, ARN messager, que on va Didier Raoult sort de ce corps. Non, pas du tout. Je suis pas Didier Raoult. Je suis je m'intéresse simplement à tout ce qui est chercheur et scientifique. Donc c'est surtout au niveau scientifique, c'est pas moi qui l'affirme. L'ARN messager va être justement injecté à travers ce vaccin, qu'on appelle vaccin, Pfizer et Moderna. Au niveau de notre propre corps, il va aller justement au niveau des ribosomes, nos propres ribosomes, qu'il va y avoir une transcriptase qui va être transformée en ADN, en protéine spike, et donc cette protéine spike, lorsqu'elle y aura reconnaissance de l'organisme, va produire des anticorps dans certains cas, parce qu'il faut savoir que dans certains cas, ça ne marche pas. Pour savoir si le vaccin a fonctionné, il faut faire une sérologie. Voilà. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que dans ces vaccins-là, donc on utilise des OGM. C'est important de le savoir, des OGM. Ça va faire plaisir à José Bové. Donc, des nanoparticules lipidiques qui vont permettre justement que cet ARN messager soit se greffer. Voilà, exactement, au niveau des cellules. Oui, je m'y connais. Donc c'est efficace ou pas, Inda ? C'est efficace ou non ? Alors, je vais te dire Moi, je me suis fait vacciner au Pfizer, par exemple. Alors, pour savoir une chose, nous n'avons pas de recul encore dessus. D'accord ? Il faudrait au moins 20 ans à 30 ans pour avoir du recul sur des vaccins. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand tu te fais vacciner, tu signes une décharge, tu signes un papier. Alors, ce papier, c'est quoi exactement ? J'espère que tu le sais. Quand tu signes ce papier, en fait, et Maître Maghrebi est là à côté. Sans savoir, donc, ça c'est sûr. J'ai pas vu ce que j'ai signé, moi. Voilà. Donc, en fait, quand tu signes ce papier, tu es consentant de faire partie de, justement, nous sommes en phase thérapeutique expérimentale 3. Donc, tu es consentant de faire partie de cette phase expérimentale internationale. S'il t'arrive quoi que ce soit, des effets secondaires, des effets iatrogènes, le laboratoire n'est pas responsable. Ça, il faut le savoir. Et là, je vais apporter une précision, et c'est là où moi, j'ai été presque choquée par l'autorisation de mise sur le marché de ce vaccin, j'allais dire de ce médicament, parce qu'en réalité, avant qu'une autorisation de mise sur le marché ne puisse être accordée au niveau national, il faut que les 3 phases aient été terminées. Les 3 phases d'essai, là, n'ont pas été terminées. C'est-à-dire qu'on a 3 phases, ensuite on a l'autorisation de mise sur le marché, et il y a la 4e phase qui arrive, qui va être celle un petit peu d'observation, une fois qu'on va vacciner un grand nombre de personnes. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la phase 1, on a eu la phase 2,
Et on a sauté tout de suite la phase 3 pour donner l'autorisation de mise sur le marché et revenir sur la phase 3. On n'est même pas dans la phase 4 encore. Donc, c'est en termes de chronologie et juridiquement, ce qui est prévu avant qu'un médicament puisse être prodigué à un patient, moi, je trouve ça personnellement scandaleux. Et une autre précision. Excusez-moi, Maître Maghrebi, tellement ça passe vite. Une autre précision, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes qui sont vaccinées pensent que, en fait, ils vont pas être contagieux ou alors ils peuvent pas rattraper le virus. Alors, en fait, il faut savoir que les gestes barrières sont très importants. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que... Attends, mais je t'explique. C'est pas parce que tu es vacciné que tu ne peux pas attraper le Covid. Et je veux juste apporter une précision par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant le formulaire qui est signé, à savoir celui où on s'engage à ne pas engager la responsabilité du labo. Ce qu'il faut savoir, et c'est là où après chacun, et ça j'en ai parlé durant Parler droit, c'est que il y a l'ONIAM, qui est l'Office national d'indemnisation des infections médicales, des accidents médicaux, qui a été quand même chargé d'indemniser les personnes victimes du vaccin. Donc c'est l'État qui indemnise. Très bien. Inda, bouge pas dans un instant, tu veux nous parler d'un petit truc, d'un appel que tu souhaites faire dans un instant. Et la belle histoire aussi sera avec nous dans un instant pour nous faire déjà le résumé de cette émission. À tout de suite. Ouais, oh, vous avez tué l'oreille là, à tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi, Rudy Kazimatsika, avec Inda Djeridi, qui est notre invité, notre naturopathe. Inda, rapidement, avant de retrouver la belle histoire, un appel que tu souhaites lancer pour, je crois, des bouteilles d'oxygène pour la Tunisie ? Concentrateurs d'oxygène et bouteilles d'oxygène, exactement. Donc, je suis présidente de l'association Inaya Sans Frontières. Vous pouvez trouver justement le site Inaya Sans Frontières ou la page Facebook Inaya Sans Frontières. Il y a une cagnotte en ligne Cotise-Up pour justement faire appel aux dons pour ces concentrateurs, parce que c'est la catastrophe en Tunisie, à cause de cette pandémie. Il y a énormément de décès suite à un manque de concentrateurs d'oxygène, de médicaments. C'est un truc de ouf. Et voilà, exactement. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Inaya Sans Frontières. Inaya Sans Frontières. Inaya Sans Frontières, page Facebook, ou alors le site Inaya Sans Frontières. Merci beaucoup. Vous avez loupé l'émission peut-être aujourd'hui, c'est pas bien. Eh bien, séance rattrapage aujourd'hui exceptionnellement avec la belle histoire, c'est à toi. La France en quart. Quel début de semaine. Notre pays a cette capacité extraordinaire de produire le meilleur comme le pire et de nous expliquer que le pire n'est qu'un épiphénomène. Il n'est pas à l'honneur de la France de constater avec l'horreur l'absence de tension de son corps électoral. La tension de la France est de 66, proche d'une mort cérébro-démocratique. À ce petit jeu, la Valérie sécheresse l'a emporté sur l'humidité du vert bayou américain. Bertrand a mis à nu chenu à Colin Maillard et supprimé Délie à Karima, verte de rage. Pendant ce temps-là, Gérald Moussa Darmanin pouffe de rire sur l'échec de Dupont-Moretti, le Dupont et Dupont à la Nanni Moretti, ou comment faire de la politique comme un dessinateur de bande dessinée et un réalisateur de cinéma italien. Il s'est pris les pattes dans la bolognaise politique macronienne. Excellent. Régional, départemental, catastrophe mentale, ou à Hénin-Beaumont, les nains du beau monde de Blanche Pen n'a pas réussi à conquérir le package PACA, où Maria ni Thierry voir le renie face à la muselière salivaire à souhait du chien républicain muselier. Résultat, le front républicain fut une gueule enragée. Renault, toujours debout, toujours la banane. Le front républicain n'existe pas. Si je salue Rudy Kazimatsika sur le front, front contre front égale front républicain en salut. La France en quart, Flixbus ou Frexit, direction la Maison France. L'équipe de France de football est éliminée par les petits Suisses. Paul Pogba, après avoir banni Heineken, ne mangera plus les petits filous de Nestlé. Question d'humilité. Deschamps Didier a sélectionné des poulets loués, élevés en plein air, où Mbappé ne croit plus grand, il se croit plus grand qu'il ne l'est. Pogba vise la lucarne d'un écran TCL. La Bérésina n'a point atteint Benzema. Les blagues mises aux autres joueurs par Maître Kanté ne permettent pas à Thuram de rentrer. Quand Deschamps dit à Kingsley de sortir, ce dernier répond « Comment ?» Dans ce groupe de la mort, Deschamps a rayé le parquet au point de ne plus avoir de dents. Deschamps gagnera l'Euro quand les poules Deschamps auront la rage aux dents, ou plutôt la rage au cœur. Wow. Signez la pétition ZZ. Zinedine Zidane, bien sûr. Bien sûr, enfin, évidemment. j'ai sorti mon chien ce matin en plein parc.
C'est sans doute ça, être naturopathe. Je ne suis pas un sociopathe, mais Rudy, lui, est anticoloniopathe. Maître Maghrebi sent tellement bon qu'elle est parfumopathe. Oh, Christophe aurait pu faire une crête, mais hélas, il n'y a plus de cheveux. On repassera. Linda Djiridi est une vraie naturopathe, n'en déplaise. Pirate! Pour finir, je m'adresse aux abstentionnistes et je vous cite la phrase de la philosophe qui s'appelle Maître Maghrebi. Oui. Vous avez des droits civiques, alors s'il vous plaît, faites-les respecter. Merci beaucoup, la belle histoire. Bravo, vraiment au top, hein, toujours. Il va revenir le vendredi, les amis. Les vendredis, il nous fera une petite chronique de l'actualité de la semaine. C'est promis, à partir de la semaine prochaine. Je t'embrasse très fort, Mam, et à très bientôt. Merci beaucoup, Maïnda. Et tu reviens quand tu veux ici. Hein, voilà. Merci, Christophe. Merci à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Et continue de faire ce que tu fais. Maître Maghrebi, mon avocate préférée. Oui, merci beaucoup, maître. Bon, venez quand vous voulez, vous savez que vous êtes chez vous ici. Merci à tous les auditeurs, oui, je sais, voilà. je reviens. Très bien. Merci mon Rudy Kazimatika. Et rendez-vous demain, les amis, à partir de 16h. Avec demain, il y aura qui ? Il y aura Karim Alouache, il y aura Emmanuel Dupuis et Philippe Poyaki, notre nouveau conseiller régional, sera avec nous demain sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h. Et puis tiens, vendredi, on recevra deux invités. Et il y aura Pierre-Henri qui avait prédit à un invité durant les régionales, départementales même. Il avait dit au mec, tu feras pas plus de 5%. Le problème, c'est qu'il a fait 20%, donc il va lui dire en face. Il va lui dire en face ce qu'il a dit, voilà. Donc ça va être règlement de compte vendredi. Ça va être sympa. Et puis on aura un mec qui a sorti un livre, anecdote, s'appelle 1, 2, 3 Viva l'Algérie. S'appelle Gilax. Il a sorti un livre qui est très bien. C'est très original comme titre. Oui, c'est très bien, très original. En fait, on revient un peu sur l'épopée de l'Algérie face à l'Égypte. On se souvenait de ce qui s'était passé évidemment, et toute l'épopée, la tension évidemment entre les deux pays, entre les supporters. Et il a vécu cela au plus près. Il nous racontera évidemment. La Coupe du Monde 2016 aussi, quand même. Pardon ? La Coupe du Monde aussi, 2014. 2014, absolument. Oui, mais là, c'est plus ce qui s'est passé entre l'Algérie et l'Égypte, et ce qui en a découlé évidemment, et des tensions énormes. Donc 1, 2, 3 Viva l'Algérie, c'est ce livre qui est sorti. C'est Gilax qui sera avec nous vendredi dans le LGF. 27 matchs sans défaite pour l'Algérie. Exact. Et ouais, c'est un record d'ailleurs d'Afrique, hein, je crois, d'invincibilité. Ils ont battu l'Égypte. Absolument. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur